Bonjour Eric Zurcher, donc je te reçois, c'est Mike Aldébaran. Voilà, je te reçois pour tout le travail que tu as effectué depuis des années dans l'ufologie. Donc tu as un long parcours et tu as commencé il y a longtemps, parce que aussi tu as publié ton premier livre à 26 ans, en fait, sur le phénomène OVNI en 79, donc les apparitions d'humanoïdes, donc 202 rencontres du troisième type, aux éditions Alain Lefebvre. Alors je voulais savoir en fait comment tu t'es intéressé au phénomène OVNI et à partir de quel âge en fait, vers 16 ans apparemment tu t'es intéressé. Oui, je me suis intéressé à ce sujet vers l'âge de 15 ans, 16 ans, oui. Moi, comme beaucoup d'ufologues de l'époque, en lisant les livres de Frank Edwards. Oui. Alors après, mon père avait vu quelque chose au Guatemala. Et puis il m'en avait fait part, et puis moi j'ai fait une observation en avril 1975 assez impressionnante aussi. Donc tout ça a fait que je m'y suis, en rentrant de l'armée, si tu veux, je m'y suis intéressé de plus en plus activement. J'ai créé le CREN, le Centre de recherche ufologique niçois, et puis de mes discussions avec Aimé Michel, comme je l'ai expliqué à la conférence de Rennes, j'en suis venu à étudier de très près, à considérer le phénomène OVNI essentiellement comme de l'information, comme une structure d'information, et donc je me suis mis à étudier les cas de rencontres rapprochées, et notamment les RR3, ce que j'appelais familièrement les apparitions d'humanoïdes, tout simplement parce que, hormis leur aspect fascinant, ces cas sont en général porteurs d'informations, même si elle n'est pas facile à manier. Voilà. Donc j'ai commencé par un travail sur la France, à faire une étude qui n'avait jamais été faite, avec une typologie des êtres, etc. Donc ça a donné la base de ce premier livre que j'ai écrit en 78 et publié début 79. Voilà. Oui, parce qu'il y a des dessins, il y a une annexe à la fin aussi. Donc ça n'avait jamais été fait en fait. Et puis tout le répertoriement de chaque cas par année, de 1900 jusqu'à 79 en fait, par jour. Oui. Bon, j'avais fait une étude statistique que je voulais, parce que je voulais une approche un peu sérieuse, qu'on ait des données sur ces histoires, qui s'apparentait plus au folklore. D'ailleurs, pour les sceptiques, c'est toujours une forme de folklore humain, rien d'autre. Mais moi, je voulais des données un petit peu plus précises là-dessus. Donc, j'ai fait ce bouquin qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'à l'époque, si tu veux, j'avais eu accès à peu près 200 cas, 202 cas, mais le problème quand tu fais ça, c'est d'ailleurs le talon d'Achille de l'ufologie, hein, c'est la nature, la fiabilité de l'information, voilà. Oui. Et en plus, la vague de 54, qui avait été majeure, faussait quand même beaucoup les résultats, parce que c'est comme un aimant qui a tiré tout, hein. Depuis, ça s'est un petit peu amélioré, on a un petit peu plus d'informations sur ces cas, on en a éliminé certains, il y en a d'autres qui sont venus se rajouter, on a une vision un petit peu plus en amont aussi, voilà. Après, je suis passé au niveau mondial, mais toujours avec la même logique, hein, sélectionner des cas d'abord sur leur fiabilité, et ensuite bien regarder l'information qu'ils transmettaient, parce que c'est ça qui est important. Quelle est l'information? Comme je l'ai expliqué, hein, il y a une technique, il faut séquencer ce qui est dit, il faut séquencer le témoignage jusqu'à isoler des éléments qui sont structurels, parce qu'ils sont répétitifs, et il y a souvent un élément qui n'apparaît nulle part, qui est totalement hors norme, et c'est celui-là qu'il faut vraiment extraire pour le placer dans une sorte de puzzle. Voilà, ça c'est des trucs de recherche, hein. Évidemment, on est très loin de l'activité ufologique en général, hein, quand on fait ça. C'est quelque chose que tu fais seul ou en collaboration avec d'autres qui partagent ton point de vue. Comme je dis familièrement, on se trouve dans la cuisine. Oui. On se trouve derrière la pièce visible, on est dans la cuisine. Et donc, c'est quelque chose de très particulier. Voilà, j'ai fait ça. Alors, je continue un petit peu de faire ça, mais je travaille d'une manière un peu plus étendue aujourd'hui. C'est par une technique de questionnement
questionnement permanente en fait. Voilà, c'est ce que je fais. Et puis j'ai la chance d'être en relation avec quelques chercheurs de premier plan. Donc on peut échanger, bon voilà, c'est pas mal aussi, tu vois. Et c'est vrai après ce premier livre, tu t'es retiré pendant très longtemps de l'ufologie. Après, c'est vrai que tu as été professeur d'histoire de l'art et tu as été enseignant en Aïkido pendant 23 ans. Donc c'est vrai que ça t'a pris beaucoup de temps aussi. Est-ce que tu peux parler un petit peu même de ces deux travaux dont on parle peu en fait finalement? Oui. J'ai continué à travailler en fait, à lire beaucoup, à me former. L'ufologie, c'est quelque chose d'assez compliqué. Si tu veux passer du stade de la croyance pure, qui est normal au début, à quelque chose de beaucoup plus structuré, il faut te former, mais pas seulement en ufologie. En ufologie, bien sûr, il faut continuer à faire du terrain, il faut écouter, il faut lire, il faut énormément lire, mais il y a tout un corpus autour qu'il faut acquérir aussi. Notamment l'histoire des idées en ufologie qui est fondamentale, l'histoire des recherches, des travaux, des idées est absolument fondamentale. On a la chance en France d'avoir eu Aimé Michel qui est quand même le meilleur penseur que l'on ait eu et qui m'a pas mal formé aussi, qui m'a donné ce que moi j'appelle dans mon jargon des bases. Et puis il faut étendre le cercle sans arrêt de façon à avoir une culture la plus large possible, de façon à pouvoir appréhender ça. Voilà, c'était mon idée et puis c'est très intéressant. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc voilà, ça m'a pas posé trop de problèmes, mais c'est vrai que ça prend du temps, et la recherche prend énormément de temps aussi. Pas tant en tant que recherche à proprement parler, mais surtout dans la façon de récupérer les cas et de tenter de vérifier leur fiabilité, qui est le problème principal. Voilà, mais ça prend du temps. Ça peut prendre des années et des années et des années. Donc comme tu ne vis pas de l'ufologie non plus, c'est un sujet d'intérêt bien sûr, mais à côté de ça, tu as ta vie normale et il faut travailler, il faut gagner ta vie. Donc le temps tu n'en disposes pas à volonté. Oui. Il faut donc bien employer ce temps. Oui. Comme tu as été mon mentor en ufologie depuis l'âge de 15 ans, et Aimé Michel a été donc ton mentor. Tu l'as rencontré à l'époque du coup? Alors je l'ai rencontré principalement en 1978, c'est-à-dire au moment où je mettais la dernière touche aux apparitions humanoïdes, ce dont je n'ai pas parlé avec lui d'ailleurs. Moi ce que je voulais, c'était lui poser des questions très précises et qui m'intéressaient personnellement sur son concept d'hyperphysique qui était par nature incommensurable, qu'on ne pouvait pas penser. Et donc à partir de là, ma question c'était, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de quoi peut-on penser les ovnis? Quelqu'un qui désire faire de la recherche un peu sérieusement, qu'est-ce qu'il peut faire? Et Aimé Michel, on a eu des discussions assez longues. Il m'a répondu d'une phrase qui était lourde de sens et que j'ai mis du temps à digérer d'ailleurs, et mais que j'ai gardé comme fil directeur jusqu'à aujourd'hui. Cette phrase, c'est la suivante: en ufologie, la seule vérité, au sens de l'aletheia grec, remonte du terrain. Elle remonte de l'information du terrain et de nulle part ailleurs. Voilà. Et ça a toujours été ma ligne de conduite. Ce qui explique que j'ai jamais produit de théorie ou de modèle ou d'hypothèse. Ce que je dis ne s'appuie que sur ce qui remonte du terrain. Voilà. Ça m'a formaté comme ça, si tu veux. Je m'en plains pas. Je pense que c'est une très très bonne voie d'approche. Voilà. Je te résume là simplement, mais en fait c'est l'essentiel à mes yeux. Et Michel s'est vite rendu compte en fait qu'il y avait plus de questions que de réponses. Et puis il disait aussi que je suis un des ceux qui sait le plus sur les ovnis, mais mon savoir tient sur un timbre-poste. Oui, il a dit ça un peu vers la fin de sa vie, mais en fait il avait dit quelque chose de déterminant comme toujours. On ne peut pas comprendre les ovnis parce qu'on n'est pas capable de les penser. Oui. Évidemment, si tu as affaire à une hyperphysique, ce que semble montrer le comportement ovni, évidemment, une hyperphysique, si elle a un siècle d'avance sur nous, évidemment, tu peux la penser. Tu fais quelques projections anthropocentriques, tu regardes un peu, tu projettes, et puis tu arrives. Mais si elle a 100 000 ans ou 1 million d'années d'avance sur nous, ce qui n'est rien à l'échelle universelle,
sinon tu peux pas penser, c'est impensable. Donc comment tu fais? C'était ma question. J'ai dit, comment on fait? À partir de quoi peut-on aborder ce phénomène, essayer de travailler dessus, d'essayer de, non pas de le comprendre, mais essayer de l'aborder simplement. Et c'est la réponse qu'il m'a faite de la phrase que je t'ai donnée. Ouais. Ben, c'est ce que tu as un peu abordé avec OVNI et Conscience, avec Philippe Guillemant, donc Oui, par rapport au futur. Alors là, par rapport au futur. Là, bien sûr. Là, j'ai fait mon travail d'historien, en fait. C'est-à-dire que j'ai un petit peu rappelé quelle avait été la brillance de l'ufologie française dans les années 70-80. Et ça, on le doit principalement à Aimé Michel et à ses proches, comme Michel Picard, comme Bertrand Meus, etc. Donc, Pierre tout ce Guérin. qu'on sait aujourd'hui. Pierre Guérin aussi, un rêve éveillé. Oui, bien sûr, sur un plan plus scientifique, oui. Alors, si tu veux, tout ce que l'on sait aujourd'hui de ce phénomène, de ses caractéristiques, par exemple, parce que tu as des caractéristiques qui sont bien connues de tous, et puis il y en a qui sont voilées, qui font l'objet de nombreux biais cognitifs. En fait, on ne peut pas les voir. On les a sous le nez, mais on ne peut pas les voir. Donc, tout ça, on le sait grâce à l'ufologie française de cette période, et donc grâce à Aimé Michel qui était derrière. Et ça, si tu veux, ça a imprimé en grande partie ma vie. Et je travaille encore aujourd'hui sur des caractéristiques très peu connues, ou qu'on ne veut pas voir, bien qu'on les ait sous le nez. Donc voilà, c'est l'intérêt sans cesse renouvelé de ce sujet finalement. Oui. Alors il y a aussi tout le travail de Jacques Vallée qui a été le premier à parler du lien entre la mythologie et l'ufologie, en fait, avec Passepartout Magonia, où en fait il montrait en exergue que le phénomène n'est pas forcément extraterrestre, mais qu'il peut être d'une autre dimension, d'un multivers, ou on pourrait le créer. Jacques Vallée, voilà. Son intérêt à Jacques Vallée, c'est qu'il a constaté certaines choses et qu'il a osé les dire. Voilà. En gros, je pense pas qu'il y ait de biais cognitif pour Jacques Vallée. Tu sais que j'ai discuté avec lui, là, on a échangé récemment par Zoom, par l'intermédiaire de Vertical Project de Lyon. Donc, je lui ai posé une question assez technique. Alors, en public, il élude beaucoup. Bon, il dit des choses qu'on connaît très bien parce qu'on l'a lu, évidemment. Mais je pense qu'il ne se livre pas comme ça en public. Il m'a fait une ou deux réponses intéressantes quand même, qui vont dans le sens de mes réflexions actuelles. Mais c'est toujours une expérience, parce que c'est un grand monsieur. Bon, voilà. Bien sûr. Il suffit de le voir en face, il suffit de le voir pour comprendre. C'est quelqu'un qui a de la classe, qui a beaucoup de connaissances, évidemment, et puis qui connaît très bien le sujet. Donc, voilà, c'est vraiment le dernier des géants, Jacques Vallée. C'est un grand ami d'Aimé Michel. Et puis il y a une réflexion en exergue avec tout ce qui est un peu ésotérique aussi, parce qu'il faisait partie même des Rosecrans de Collège Invisible, donc c'est vrai qu'il a une pensée différente aussi de cette façon. Oui. Mais c'est lié à sa dimension, si tu veux. Normalement, le propre d'un ufologue, tel qu'on pourrait l'imaginer de manière un peu idéale, si tu veux, c'est que c'est quelqu'un de curieux d'abord, et d'ouvert ensuite, de très ouvert. Si tu n'es ni curieux ni ouvert, je pense qu'il ne faut pas faire d'ufologie. Absolument pas. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de base, ça ne veut pas dire qu'on fonctionne pas sur un postulat qui nécessairement est structurant, mais ça veut dire qu'on garde cette capacité d'écouter, de regarder les arguments des autres. J'en parlais l'autre jour, là, on me disait, mais vous êtes sur un postulat extraterrestre. Je lui dis oui, dans la filiation d'Aimé Michel, mais je n'ignore pas que 10% du milieu ufologique fonctionne sur des postulats endogènes, par exemple. Et contrairement à beaucoup qui sont assez dogmatiques et sectaires, je pense qu'il faut soigneusement les écouter, parce que j'observe que ce sont des gens très cultivés et intelligents et hautement diplômés, beaucoup plus que le niveau moyen en ufologie, et que leurs réflexions sont toujours très intéressantes et qu'elles pourraient beaucoup nous apporter, y compris dans le cadre d'un postulat exogène, extraterrestre. Donc il faut être ouvert et il faut écouter. Voilà. Et ça a toujours été ma ligne de conduite. Et Jacques Vallée, c'est pareil, mais Michel, c'était pareil. Voilà. Après, t'as quelques petits roquets qui attaquent tout le monde parce que certaines pensées, certaines recherches, certains travaux ne correspondent pas à la doxa auto-créée qui se sont mis en tête. Mais ça, c'est des nains.
Mais il y en a qui ont fait les frais, comme Pierre Viroudy, avec son livre Saisonnique qui annonce le surhomme, 77, où justement il mettait en avant certaines choses appelées à l'image de Jacques Vallée, justement sur tout ce qui est lié à la mythologie, et finalement on rejoint Jung à mythe moderne. Donc ces deux livres aussi là ont été importants, mais en même temps il a été ostracisé à un moment. Ah, il a été très ostracisé, Pierre. Hein. Alors j'ai encore les lettres que nous avons échangées. Je l'ai croisé brièvement pas dans une conférence, dans une réunion ufologique à Valence, dans la Drôme, à l'époque. Hein. Mais nous avons échangé après des courriers. J'en ai encore quelques-uns que j'ai gardés soigneusement. Donc Pierre a été, à mon avis, injustement attaqué. Alors évidemment, hein, il provoquait un peu réduire le phénomène OVNI directement à un phénomène psy. Ça c'était nouveau aussi pour l'époque, hein, ça fait un scandale, hein, c'est pour ça. Mais il avait néanmoins une pensée très très intéressante, hein, beaucoup plus élaborée que ce que l'on croit, que ce que l'on peut percevoir à travers son livre, si tu veux. Il y a notamment, on trouve en cherchant bien sur internet un congrès auquel il a participé à Paris, où il parle donc, hein, il intervient assez longuement. Et quand tu vois le niveau, tu te dis ah oui quand même, tu vois, c'est pas le niveau moyen encore une fois qu'on rencontre en ufologie. Hein. Oui. Donc après, tu es d'accord ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais moi je pense qu'il a soulevé. Tu sais, moi j'ai connu de grands enquêteurs dans ma vie, des gars qui avaient à leur actif 500 enquêtes. Je sais pas si tu te rends compte, 500 enquêtes. Bon, tous avaient constaté que alors c'était des gens assez mesurés, hein, d'ailleurs pour d'autres raisons, mais tous avaient constaté qu'il y avait une récurrence de phénomènes psy, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire paranormaux, très souvent liés aux observations rapprochées d'OVNI. Alors ils n'en tiraient pas de conclusion spécialement définitive, hein, pas du tout, mais ils l'avaient quand même constaté. Voilà. Oui. Donc ce que dit Pierre Viroudy aurait dû être entendu avec un minimum de tolérance entre guillemets, on va dire. Mais ça n'a pas été le cas, ça a déclenché des polémiques extrêmement violentes, dont tu trouves encore les traces aujourd'hui d'ailleurs. Il a beaucoup parlé du mimétisme en fait aussi, dont tu as parlé aussi par rapport au phénomène polymorphe en fait. Et Jean Sider aussi a parlé de ça un peu plus tard. Oui, plus tard. Sider à l'époque faisait partie des débunkers parce qu'il était complètement tollé boulon. Donc il s'opposait violemment à Viroudy. Mais petit à petit, sa réflexion, ses expériences, ses lectures, l'ont fait évoluer finalement. Oui, son livre avec l'Airship aussi en 87, par exemple. Oui. Alors bien sûr, Sider qui parlait couramment anglais a eu accès aux 6 grandes études américaines sur cette vague qui n'ont jamais été traduites en français, dont celle d'Edith Bullard, qui est sans doute la meilleure. Et il s'est servi des travaux d'Edith Bullard pour faire des articles sur ce sujet en langue française. Oui. Donc c'est principalement grâce à Jean Sider qu'on a un petit peu plus de connaissances sur cette fameuse vague des années 90, 1897, 96, les premiers qui en ont parlé, c'est Flying Saucer Review, que j'ai en ma possession, de juillet août 66. The Strange Case of donc 1896 Airship, et c'est vrai que il y a eu quasiment aucune information en français, mais on va en reparler après de cette vague parce que c'est vraiment passionnant. C'est vraiment quelque chose et peu connu en fait, hein, peu connu en France en fait. Peu connu, oui, c'est surtout quand tu sais par Edith Bullard que sur la 200, enfin il y a 200 ou 300 cas répertoriés, mais d'après lui il y en a eu à peu près 4000. Selon un schéma très connu, les fermiers du Midwest n'ont pas parlé. C'est classique, on le sait. Bon, comme pour les rencontres rapprochées aujourd'hui, on a un cas sur 10, il y en a 9 dans la nature. Donc voilà, grâce à Edith Bullard, on sait qu'il y a eu 4000 cas, ce qui est beaucoup quand même, beaucoup. Bon, pour les sceptiques, c'est la Lune et Vénus, mais bon, on connaît leurs outrances aussi. Et on peut pas toujours prendre les gens pour des imbéciles. Donc, ça fait partie des choses que l'on a sous le nez, sous les yeux, mais que l'on ne voit pas parce que c'est extrêmement dérangeant. Et c'est la fameuse dimension spéculaire de l'Italia Spec au miroir, du phénomène OVNI, que personne ne veut voir, parce que ça cadre pas avec l'idée que l'on se fait d'une émission extraterrestre. En fait, c'est ça, le truc. Mais il faut savoir que le monde ufologique fonctionne sur un étrange mélange, en fait, dans sa grille
grille d'appréciation, d'analyse, il fonctionne sur un étrange mélange qui est d'une part une forme de scientisme au sens du XVIIIe siècle, tu vois, et d'autre part une représentation mentale qui remonte aux années 50, à la science-fiction des années 50, oui. À des gens comme Bruce, comme Richard Bessières, oui. des choses comme ça. Donc on fonctionne énormément là-dessus. Alors évidemment, quand tu as une vague comme celle de 1897 aux États-Unis, d'Airship, comme on disait, évidemment ça ne cadre pas du tout avec cette représentation mentale. Donc du coup, elle fait l'objet d'un biais cognitif. Voilà. Et on veut pas voir ce qui nous dérange, ce qui ne va pas avec la doxa auto-créée. C'est toujours la même histoire. Et voilà. Et c'est ce manque d'ouverture, de prise de hauteur, de questionnement aussi. En ufologie, il faut opérer beaucoup de questionnement. On constate certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conséquences en tire-t-on? Il faut se poser ces questions sans arrêt. Voilà. Oui, puisque ce qui est intéressant avec cette vague, c'est que elle rejoint aussi d'autres vagues dans le passé, où vous voyez les voiliers au Moyen-Âge, où à l'époque on pensait que le ciel était constitué d'un liquide sur lequel en fait flottaient les astres. Donc il semblait naturel que les bateaux puissent se déplacer. Oui, mais bien sûr. Que les bateaux aériens étaient en fait en quelque sorte plus lourds que l'air. Voilà quoi. Oui, mais c'est cette période où apparaît le phénomène OVNI dans sa version contemporaine, on va dire. C'est 1880-90 en fait. Oui. C'est à ce moment qu'il y a une lutte très violente. On est dans une lutte pour la conquête des airs. On sait que ça va arriver. Il y a une lutte très violente entre le courant orthodoxe, on va dire, qui remonte aux montgolfières et qui est devenu des ballons dirigeables déjà, qu'on appelle les ballonistes d'ailleurs, et ceux qui pensent qu'un plus lourd que l'air pourra voler sur les travaux d'un ingénieur anglais, d'un physicien anglais. Donc, et c'est là-dedans que Jules Verne joue son rôle, parce que lui, avec son coup d'œil habituel, il va prendre position pour les plus lourds que l'air, l'école des plus lourds que l'air. Et l'histoire va lui donner raison. Mais il n'empêche que cette vague d'Airship de 1897 correspond à l'ère du temps. Oui, exactement. On imagine à l'image de l'Albatros de Romulus le Conquérant, on imagine donc des airships, des ballons dirigeables, animés par toute une technologie, ce que j'appelle moi un bric-à-brac technologique. Oui. Et c'est exactement ce que va nous montrer cette vague. C'est assez extraordinaire. À l'exemple de James Hutton, justement, le cas justement où il pensait même que c'était le même bruit qu'un frein Westinghouse. Donc là, c'est le cas du Texas. Il y a un tas d'histoires comme ça. Beaucoup d'Américains ont pensé que c'était des inventeurs géniaux. Voilà, c'est ça. Dans des hangars. Ils pensaient tous ça, voilà. Qui mettaient ces choses-là au point, qui les testaient. Il faut savoir que l'Amérique était très 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 en retard. Il faut attendre 1904 pour qu'un premier petit dirigeable avec un appareil très archaïque à vapeur prenne son envol très très difficilement. Ils avaient 50 ans de retard sur les Français à l'époque. Puisque les Français avaient réalisé ça avec le Giffard dès 1950 et 1856 ou quelque chose comme ça. Donc ils avaient du retard. Donc ils espéraient ça finalement. Et puis il y a cette vague qui arrive. Et comme je l'ai expliqué lors de la conférence, qui a donné naissance à ce courant du steampunk, qui est assez extraordinaire parce qu'on le retrouve aujourd'hui dans des films, dans beaucoup de bandes dessinées, notamment japonaises, mais autres aujourd'hui, etc., etc. C'est une création artistique à part entière, et tout ça remonte à cette époque-là. C'est donc très très passionnant tout ça. Oui, c'est passionnant parce qu'en plus il y a tout un aspect mimétique aussi avec les témoins parce qu'ils sont comme des farmers et ça on ne revoit plus après parce qu'après ils deviennent, les êtres deviennent plus petits gris ou autre chose. Mais là justement il y a mimétisme avec le témoin où il demande du sulfate de cuivre, de l'eau. Appelez-moi Smith. Oui, il y a des cas comme ça. Il y a quelques cas donc de rencontres rapprochées. Voilà. Hein. Mais ils ont été mis en cause. Hein. Il semble que des études aux États-Unis aient montré que c'était des canulars, souvent induits par le maire du coin pour attirer l'attention sur lui. En revanche, ce qui a été vu en l'air, là, c'est difficilement contestable. Hein. Tu peux ergoter et prétendre sans arrêt qu'on a confondu avec la Lune et Vénus. C'est quand même
c'est quand même un peu gros, quoi. Hein, faut pas trop pousser mémé quand même, quoi. Il faut que, moi je veux bien qu'il y ait des arguments réducteurs, mais il faut qu'ils tiennent quand même un peu la route, hein. Parce que là, c'est n'importe quoi. La Vénus qui passerait pour un cigare avec un bric-à-brac technologique dessus et du bruit, non, ça marche pas, ça. Donc, la vague reste un mystère, hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le dirigeable, donc, puisque c'était ça, a traversé tout le XXe siècle. On en a vu sans arrêt. Moi, j'ai quelques cas dont j'ai pas trop parlé pour l'instant, que j'ai enquêté moi-même, qui sont absolument inconnus du grand public, où tu as affaire à ces dirigeables, mais toujours avec une innovation particulière dessus. Hein. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Et tu les prends cas par cas, il y a toujours un élément que tu peux extraire qui est vraiment hors norme, quoi. On est vraiment face à quelque chose qui nous dépasse. Alors après, l'OVNI a beaucoup changé de forme. D'ailleurs, il a pris toutes les formes. Oui. Le polymorphisme est une des caractéristiques du phénomène OVNI. Et quand tu pousses le polymorphisme, le côté protéiforme, hein, le dieu Proté. Fils de Poséidon, Proté, qui prenait toutes les formes pour abuser les humains. C'est ça. Ben, on est exactement là-dedans. Donc il y a toutes les formes, et le bout de la route de cette histoire, de cette caractéristique, c'est quand des témoins ont vu l'OVNI changer de forme sous leurs yeux. Et ça, c'est arrivé très tôt. Il y a un cas en France en 56 où l'OVNI était une Micheline posée sur les rails. La Micheline a décollé et c'est devenu un objet ovoïde qui a foutu le camp devant 2 témoins. Ça, c'est le bout du polymorphisme. Oui, c'est ce qu'on veut pas voir, justement. Veut pas voir. L'OVNI fait du morphing devant le témoin. C'est insupportable. Et oui, parce que ça te montre que l'OVNI n'est pas ce qu'on projette, d'une part, et d'autre part, ça te montre qu'on ne fera pas à terme l'économie d'une réflexion pointue sur le statut de la matière. Donc tout ça, c'est très dérangeant, bien sûr. Il y a le cas de faux trains aussi, comme à Morez, dans le Jura, en novembre 57, par exemple. Alors celui dont je te parlais, c'était Morez, oui. Ah là, c'est ça. C'est celui-là, et tu as d'autres cas de ce type. Alors t'en as pas un wagon, hein, non plus. Mais il y en a où des témoins, mais dès les années 75, Jean Giraud de Montluçon disait qu'il a rencontré des témoins qui ont vu des choses. Ils ne voulaient pas en parler parce qu'ils n'étaient même pas capables d'en parler, ils ne trouvaient pas les mots pour dire ce qu'ils ont vu. L'OVNI changeait de forme devant eux comme un spectacle animé, si tu veux, tu vois. Oui. Alors là, évidemment, on est dans des choses que certains ne veulent absolument pas entendre. C'est trop. C'est comme le cas des deux infirmières, le Chambérat, donc en avril 75, où en fait elles sont en face deux ovnis en forme de seringue, par exemple. Donc là, on est vraiment dans le cas du mimétisme social. Oui, là, on est dans du mimétisme, quoique certains aient dit qu'elles avaient vu en fait passer 2 avions à toute vitesse et que mais les avions, moi je sais, ici j'en ai qui passent, hein, où je suis des chasseurs parce qu'ils sont sur la base aérienne de Dijon. Tu les vois même pas passer d'ailleurs parce qu'ils vont à une vitesse extraordinaire. Et puis ça fait un boucan, mais de l'autre monde. Hein, et le temps que t'entendes le boucan, ils sont déjà à Dijon. Oui. Non, mais tout ça. Oui, le coup des infirmières, ça paraît quand même beaucoup un cas mimétique. Hein. Alors le problème des cas mimétiques, c'est qu'ils sont toujours à la marge. Ben oui, évidemment, parce que ça mime un objet terrestre. Donc les gens vont sauter sur la confusion, si tu veux. Hein. Et puis le mimétisme se produit souvent dans un contexte qui le permet aussi. Tu as des cas comme ça où on sait qu'il y a un ballon bouilleur dans le coin. Et dans une vallée voisine, 2 femmes ont observé une sorte de dirigeable qui était un dirigeable sans être un dirigeable, qui n'avait rien à voir avec le bouilleur, mais au même moment, le bouilleur se trouvait à 30 km de là, tu vois. C'est ça. Alors évidemment, tout le monde va te dire, ils ont opéré une confusion. Donc c'est le mimétisme, plus que les cas normaux d'OVNI, se situe toujours à la marge, et c'est difficile à appréhender à cause de ça. Mais quand tu vois ces phénomènes se multiplier, et puis tu as un mimétisme aussi qui est moins visible, mais qui concerne les époques. Oui. Donc, tu as des observations rapprochées après la Seconde Guerre mondiale où l'objet a des tuyères. Tu te rends compte? Des tuyères, comme les avions, comme les premiers avions à réaction justement. Donc, il a des tuyères sur le côté. Après, ça va disparaître
un peu comme en 1897 avec les ailes volantes ou les tuyères aussi, le James Hutton aussi, ou les ailes battantes. Eh ben oui, il y avait un bric-à-brac technologique complètement absurde dessus. Et puis, moi j'observe que sur le temps long, ce bric-à-brac technologique a perduré, mais sous d'autres formes. C'est-à-dire que je le trouve des fois dans des apparitions, je pense notamment à une apparition en Roumanie, où l'objet en forme d'un gros obus qui s'est posé au sol avait des espèces d'ailettes qui tournaient à toute vitesse en bas. Une ceinture d'ailettes qui tournait à toute vitesse. Pour moi, on est dans la continuation du bric-à-brac technologique de 1897. C'est souvent arrivé, ça. Donc, en fait, l'OVNI se manifeste à nous selon nos structures mentales, je pense, mais sur une base très large, beaucoup plus large. Pas seulement individuelle, collective sur le temps très très long, puisqu'on retrouve des choses qui sont mais très anciennes, qui pourraient remonter à plusieurs milliers d'années. Alors, est-ce que c'est les limites de l'interprétation aussi? Mais prends par exemple le cas d'Émile Saint. Il doit te parler, il est dans le bouquin, dans le bouquin des apparitions mondiales humaines en Pologne, en mai 78. Donc déjà on est dans une vague européenne en 78, et puis il y a ce cas très bizarre d'Émile Saint, il faudra en parler pendant longtemps. Mais un épisode dans le cas, c'est que les êtres qui sont entre l'extraterrestre et le diable, parce que c'est des petits diables, parce que le témoin dans la Pologne catholique profonde, il les a pris pour des diables, pas pour des extraterrestres. Donc il est monté, c'est une ER4 un peu soft, puisqu'il est monté avec eux dans cette espèce d'appareil paralélepédique assez bizarre. Transparent. Et dedans, les parois étaient comme de la pierre noire, si tu veux, et eux semblaient manger des pierres. Alors tu dis ça à quelqu'un, il met son index à sa tempe, évidemment. Ça paraît complètement absurde. D'ailleurs, ils lui en ont proposé et il a poliment refusé. Bon, eh bien, quand tu remontes, mais bon, il faut un peu de culture en histoire, en ethnologie aussi. Quand tu remontes très très loin dans le passé, tu t'aperçois qu'au néolithique, il y avait des croyances religieuses très profondes sur le fait que le ciel était en pierre, et que qu'il y avait des habitants, des êtres tout en pierre, qui mangeaient des pierres. Alors pourquoi le ciel était-il fait en pierre? Parce que de temps en temps, il y a des pierres qui ont tombé, des météorites, qui ont joué un rôle important dans les débuts de la forge d'ailleurs. Donc, si tu prends cette interprétation, une interprétation est toujours, on peut toujours la remettre en question, mais ça semble ressembler à ça quand même. Mais ça remonte à plusieurs milliers d'années. Et donc c'est un espèce de mixte entre l'extraterrestre, le diable, certains éléments symboliques très 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 anciens, et tout ça est recomposé dans une sorte de merveilleux postmoderne, si tu veux, contemporain. Et évidemment, si t'as pas une grille de lecture pour lire ça, si t'en es encore au taux les boulons des années 50, tu perds pied tout de suite, quoi, et tu refuses. Et donc, tu fais un biais cognitif, je veux pas voir ce cas. Et ça arrive très souvent. Il y a un parallèle justement avec le cas de Rosa Lotti, avec justement comme des petits démons, des petits lutins du 1er novembre 54, où elle va justement à l'église, et là elle voit des petits démons qui veulent en plus lui voler ses bas. Donc ils sont très malicieux. Ils sont très malicieux. Un bas, ils ont volé, les fleurs, un bas, et ils lui ont offert quelque chose en échange qu'elle a refusé. On retrouve le cadeau qu'on retrouve à Émile Saint, on retrouve le cadeau qu'il ne donne jamais en fait finalement, comme dans Villas-Boas, où il peut pas le prendre, il peut pas prendre l'objet, ou le même cas avec Betty et Barney, où c'est une sorte de carte, une carte où ils ne veulent pas la donner, finalement ils lui donnent pas, donc c'est toujours il trompe. Et puis ce qui est drôle, c'est que le petit objet était en cuir pour Rosa Lotti, à l'image de l'OVNI qui était en couleur cuir aussi. Oui, c'est assez curieux. Le cas est totalement absurde. Il faudrait un très très grand spécialiste. Il faudrait que j'en parle à Jean-Jacques Jaillat qui me fasse un boulot là-dessus. Parce que lui, il a quand même les compétences pour ça. Ça fait 50 ans qu'il s'y colle. Donc c'est vrai que chaque cas pourrait être analysé sous un angle à la fois thématique et symbolique. Et c'est pour ça que j'ai évoqué lors de l'exposé
Oui. Qu'on comprend pas évidemment, mais quand même. Ben, Quel qu'il soit ce système de communication, notamment le signifiant, donc, serait construit à partir de nos propres structures mentales, historiques et sociales. Voilà, ce qui serait logique d'ailleurs, hein, si on veut espérer qu'on le comprenne, mais on le comprend pas quand même. Ça expliquerait deux cas importants dont tu as parlé aussi. C'est le cas de Gorbio en 54 dans les Alpes-Maritimes, les scénarios montés, et le cas de Vassant, donc de Viagereux de l'Abitibi au Canada. Donc c'est respectivement. C'est la même chose. Hein. Ouais. C'est exactement le même scénario, été 50 et 54. Et en fait, là, il y a ce même système où le phénomène, les deux personnages, en fait, montrent l'œil sous un voile. Et il y a le même contexte, en fait, où ils ne peuvent peut-être pas parler, mais ils l'expriment autrement. Oui. Alors, l'affaire moi, il faut quand même mettre un bémol avec tout ça. D'abord, Jean Ferguson, parce que j'ai pris mes renseignements sur le temps long quand même, n'a pas spécialement bonne presse au Canada. Il semble qu'il prenait un peu ses désirs pour des réalités, qu'il vendait des livres et qui, de temps en temps, il remettait lui-même un peu la sauce, tu vois. Donc, comme c'est le seul cas de cette catégorie que je connaisse, parce qu'il y aurait plusieurs cas comme ça, qui se ressemblent parce que moi, je peux te dire que c'est les deux mêmes cas. En miroir, oui. Avec mon habitude de séquencer l'information, je vois immédiatement. C'est les deux mêmes cas. Ah bah oui, donc, complètement. Il est tout à fait possible que ce soit un copycat. Ah, peut-être. Oui, parce qu'il y a la... Il y a l'histoire de l'alcool frelaté, il y a tout ça, quoi. Tout est le même, exactement la même chose. Il a rajouté un peu, la bagosse. Mais il a rajouté un peu à partir du cas qu'il connaissait, qu'il avait lu. Bon, mais le cas de Gorbio, évidemment, j'ai beaucoup discuté de ce cas avec Jean Chassaigne à l'époque qui avait mené l'enquête. Et on en a beaucoup parlé au téléphone, hein, on en a parlé. Et c'est un cas qui est très intéressant, qui a une interprétation visiblement psychanalytique aussi, mais là qui est beaucoup plus inconsciente et psychanalytique que beaucoup d'autres cas. Mais il faut dire que le contact a été très rapproché là aussi. C'est pas simplement une observation à 20 mètres. Hein. Là c'est plus du lourd. Et bon, c'est généralement, ça ne concerne qu'un témoin, hein, ces cas-là, malheureusement. Tu ne vois pas, t'arrives pas à imaginer deux témoins dans le même cas, si tu veux. C'est vrai. Deux témoins, là, tu vois, vivre ça, c'est autre chose. Ouais. Donc, tout ça est à la marge, nécessairement, j'en ai bien conscience, hein. Mais, sur la durée et sur la masse de cas, tu arrives quand même à dégager un certain nombre de caractéristiques. Ou à confirmer plus exactement un certain nombre de caractéristiques parce qu'elles sont connues depuis la décennie 70-80. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, par exemple, je pensais par rapport au retour au passé ou à la mythologie, par exemple, dans le cas de Bétier Barnhill, Bétier, en fait, les êtres lui enfoncent des longues aiguilles. Et on le retrouve, ces longues aiguilles, dans le calendrier des bergers, où ce sont des démons qui enfoncent des longues aiguilles aussi. Ah oui, je crois que c'est Méeus, ça a dû soulever ça à un moment. J'avais aussi en a parlé, ouais. Mais c'était à l'époque aussi un examen qu'on faisait aux femmes, assez barbare d'ailleurs. Oui. Voilà, on plantait une aiguille dans le nombril. Bon, maintenant on le fait plus, heureusement. Mais voilà. Et alors, il est très intéressant de voir de ce point de vue-là un cas de RR4 qui ressemble beaucoup à celui de Barnet-Bétier, qui s'est produit en 54 en Angleterre. Ce cas est intéressant parce qu'il a touché un officier de la Navy, je crois, et il y a un témoin adjacent, un garde-barrière, qui a vu une énorme lumière sur la voiture qui a fini dans le fossé. Or, le gars, il n'y a pas eu besoin d'hypnose ou quoi que ce soit, il se souvenait très bien de ce qui s'était passé, et donc il a été amené dans un appareil où on lui a tenu un discours. Bon, et donc tu t'aperçois que certaines choses qui sont dans l'air du temps à l'époque se retrouvent également dans le cas. Oui. Voilà. Mais ça arrive souvent, donc, ça, effectivement. Oui, ça arrive souvent, bien sûr. Et c'est ce qui fait dire aux sceptiques que tout ça est purement hallucinatoire, quoi. Hein. C'est des expériences psychiques sauvages. Mais eux abordent le problème d'un autre point de vue. Lui, il parle d'une pensée mythique en action, et dont on a perdu aujourd'hui toute référence
on ne sait pas ce que c'est. Mais il faudrait, moi je veux bien, hein, mais il faudrait préciser ce que pourrait être cette pensée mythique. Mais là, on sort évidemment du cadre exogène. Hein, ben c'est comme dans un cadre endogène. Oui. Le cas de Tripoli avec le Lisetta, où c'est en rapport avec la voiture du moment. La voiture du moment. Ouais. La voiture du futur, Lisetta. Voilà. Oui, j'en ai vu quand j'étais jeune de ces voitures. C'était vraiment un œuf. Hein. Un œuf sur 3 roues. D'ailleurs, ils ont un peu arrêté parce que c'était pas très stable apparemment. Bon, mais c'est vrai que ça ressemble à une Isetta un peu trafiquée. Voilà. Et là, on est non seulement dans un effet vitrine de type 2 puisque l'appareil était au sol et qu'il a laissé des traces, mais on est dans un cas de mimétisme pur dans l'effet vitrine, si tu veux. Oui. Avec parce que souvent les cas en effet vitrine ont une composante mimétique aussi. Avec aussi les premiers tests d'alcoolémie. Oui. Quand je dis que la dimension spéculaire, si tu veux, se matérialise principalement par le mimétisme et des effets vitrines, en vérité, c'est une façon très schématique de dire les choses. Parce que le mimétisme opère sur plusieurs domaines, déjà. Il peut mimer des objets de l'environnement terrestre un peu modifiés, ça c'est le plus facile. Il peut mimer des comportements, il peut mimer un tas de choses, et on le retrouve également dans les effets vitrines et dans ce qui apparemment n'en est pas, c'est-à-dire des atterrissages avec traces au sol où l'effet vitrine est moins visible, si tu veux. Voilà. Mais tu retrouves des éléments mimétiques aussi. Donc ça fait beaucoup quand même, beaucoup. C'est ça. Et se pose la question de la généralisation. C'est la première question qui se pose. Peut-on généraliser ça à l'ensemble du phénomène? Apparemment non, puisque les effets vitrines et mimétiques, c'est à peu près 30% des rencontres du troisième type. Hein. Donc tu pourrais dire logiquement, est-ce que les 70% restants ne seraient pas responsables de ces 30%-là? Tu vois ce que je veux dire? Conduiraient. Mais au début, je pensais comme ça. Mais quand tu commences à regarder un tas de cas qui sont spécialement faits à l'intention du témoin, à commencer par la vague de 1897 d'ailleurs, voilà. Tu te dis, tu as la forte intuition, on va dire ça comme ça, que l'effet vitrine est beaucoup plus. Il y a des effets vitrines masqués, voilà. C'est beaucoup plus répandu que ce que l'on croit. Oui. T'as l'effet vitrine très visible, ça c'est pas autre chose. Mais il y a d'autres choses où tu te dis, attends, là il y a une impossibilité. Ça ressemble aussi à un effet vitrine déguisé. Donc, très très difficile de trancher cette question. Par exemple, il y a le cas de justement en 1897, c'est le cas de Monsieur Barclay à Rockland, et justement qui rencontre le témoin, on lui demande de l'huile lubrifiante, les paires de ciseaux à froid, etc. Et de l'eau, des fois de l'eau pure aussi. Et ça se rapproche de la gentilhommerie d'Irlande, de Ben Bulben, où il y a ces mêmes phénomènes, où il demande de l'eau. Et là, c'est intéressant parce que à un moment, le témoin demande, mais vous allez où? Et il lui dit, de nulle part, mais nous serons en Grèce demain. Après-demain. Et ça rappelle exactement, ça rappelle Laszlo Jvari avec Raon l'Étape, où il lui dit, oui, la Russie est où? Mais je vais en Allemagne, ou enfin, dans quel sens? Et, le cas, oui, c'est le cas de la vague de 54. C'est ça, de Raon l'Étape, ouais. Et où en fait le témoin demande quelque chose, et en fait l'ufonaute sait déjà à l'avance ce qu'il va répondre, et il va l'induire en erreur en plus souvent. Oui, mais ça c'est souvent des comportements de l'inconscient, hein. C'est très onirique ces cas. Il y a une partie onirique dedans. Complètement. Bon, si l'intelligence construit ça en fonction de nos structures mentales, en passant par nos structures mentales, ça se tient. Mais évidemment, comment a-t-elle accès à cette information? Et tu retombes sur le débat exogène-endogène, hein, évidemment. Il est très facile d'interpréter les phénomènes d'effet vitrine et mimétisme d'une manière endogène. On produirait ça, ok, inconsciemment, ok, mais selon quelle modalité? Oui. Là, on retombe sur de la physique, et c'est beaucoup plus difficile de penser en ces termes que de penser dans le cadre exogène. Enfin, apparemment, tout au moins, apparemment. Parce qu'en vérité, le cadre exogène, si effectivement il y a une intelligence qui a une avance gigantesque
que sur nous, incommensurable sur nous, c'est tout autant difficile. Voilà, t'es obligé d'imaginer Richard Bessières dans les années 50, oui. Un vaisseau qui arrive sur la Terre avec les occupants qui viennent chercher des échantillons de roches, quoi. C'est bon. Mais on est sans doute à milieu. Oui, ça rappelle aussi le cas de Gary Wilcox ou en 64 où ils disent qu'ils viennent de Mars. Voilà. Alors tout le temps, c'est après ils viennent de Mars, après de Vénus. Et puis quand on voit qu'on peut y aller, eh bien maintenant après c'est les états réticulés avec Betty et Barney Hill et maintenant c'est ailleurs, quoi. Beaucoup plus loin. Oui, il y a un témoin, il a parlé des Pléiades. On dit que il venait des Pléiades. Oui, bien le phénomène est mensonger, est complètement mensonger. Ça aussi, c'est une marque de l'inconscient. Donc, voilà, tout ça est très flou. Enfin, c'est très difficile à aborder. J'ai lu le dernier bouquin de Méheus sur les RR4. Voilà, donc lui n'est plus du tout pour une hypothèse extraterrestre. Visiblement, ça se voit. Il est pour une hypothèse, comment dire, à mon avis, allant plus vers le psy, si tu veux. Ouais. Mais le fait de dire ça ne te donne pas les modalités, si tu veux. Comment ça peut apparaître et comment ça peut se faire, cette histoire. Quelle est la trame physique qui permet ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est très 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 difficile. Oui, très difficile. Il est plus confortable de toute façon d'être placé d'un point de vue exogène, ça c'est sûr. Parce que beaucoup de problématiques sont apparemment gommées, je dirais. Voilà. Parce qu'après tout, tu leur laisses le modus operandi et tu te concentres sur ce qui se passe, quoi. Le modus operandi t'échappe, bien sûr. Mais oui, c'est un peu comme Jacques Vallée qui disait, je voudrais connaître le projectionniste derrière le cinéma, derrière voilà. Et puis il y a tout l'effet dose en fait aussi où le témoin est plongé dans une bulle en fait. C'est une bulle un peu comme finalement Beau Soleil, le cas de Beau Soleil qui est en miroir avec le Jardin des Délices de Jérôme Bosch où c'est un théâtre, c'est un effet miroir du théâtre. Ils sont dans le théâtre en fait. Oui, puisque c'est un effet vitrine. Oui, bien sûr. Le cas de Beau Soleil est l'exemple type de l'effet vitrine. Un an avant, il y avait eu je l'ai découvert après, le cas de Vaux-en-Dieulet dans les Ardennes, où c'était le même objet observé par un père et sa fille qui sont fermiers, et l'objet a été encore plus proche du sol et a laissé des traces au sol, et les vaches ne voulaient plus aller à cet endroit et tout. 2-3 ans avant, il y avait eu un cas en Italie, dans le nord de l'Italie, du même type que celui de Beau Soleil, etc. Si tu regardes le cas dont j'ai parlé, de la plaine des Cafres, que j'ai évoqué rapidement, tu reconnais immédiatement l'objet de Beau Soleil, mais avec des atours supplémentaires, si tu veux. Tu as les bouts qui sont bleus outre-mer foncés, et tu as le curieux appareillage symétrique au-dessus et en dessous. Mais pour le reste, c'est Beau Soleil. Donc, pour en revenir à l'effet dose, la meilleure théorie, le meilleur outil dont on dispose actuellement, c'est celui de Philippe Guillemont, là-dessus, et de très loin, parce que il explique pratiquement tout ce qui arrive et d'autres choses en périphérique aussi. Donc, je sais pas si tu connais exactement sa théorie là-dessus, qui est assez récente. Je m'y suis intéressé, oui, je me suis intéressé. C'est par rapport au futur et tout ça aussi, c'est très intéressant. Oui. Mais si tu prends, par exemple, la réédition des apparitions d'humanoïdes de l'année dernière. Oui, chez édition JMG, voilà, collection Enigma. J'ai fait 45 pages d'introduction en plus pour remettre le livre dans son contexte. Et c'est la première fois en France que je parle de la théorie de Philippe Guillemont en l'expliquant de façon à ce que tout le monde la comprenne. Parce qu'avec lui, voilà. Or, ce modèle explique complètement l'effet dose et tout ce qui se passe avec la perturbation temporelle à l'intérieur et le fait que le phénomène, parce que pour Guillemont, il s'agit d'une macrobulle quantique en fait. Le phénomène crée une macrobulle quantique. Et quand tu fais ça, le temps se dilate à l'intérieur et tu as les états superposés des possibilités qui apparaissent. À partir de là, cette intelligence n'a plus qu'à choisir une des options, celle qui lui convient,
et tu expliques par là l'élusivité et le fait qu'ils ne se font jamais coincer, quoi. Évidemment. Il n'y a pas d'ovni en panne. Hein. Un tas de problèmes. Il n'y a pas d'ovni en panne, ouais. C'est toujours un scénario monté. Ah non. Ah ouais, c'est toujours un scénario monté. Et puis ils font toujours semblant de faire comme si le témoin n'était pas là. Oui, bien entendu. Alors que la scène est réservée aux témoins. C'est ça. C'est exactement ça. Bien entendu. Et c'est ce qui me fait parler d'un langage amorcé, en fait, hein, où on comprend pas la signification du truc. Pourtant, à l'analyse, on peut le comprendre. Mais le témoin, lui, ne comprend absolument pas. Oui. Et d'ailleurs, les témoins, dans leur discours, moi j'ai eu affaire à un gars notamment, ça m'avait bien fait rire, parce que le type c'était un livreur de Nice Matin, tu sais. Alors il évoluait entre Grasse et Digne, mais de nuit. Mm-hmm. Alors il roulait à fond la caisse, ils avaient une 4L break, un truc comme ça, et à un moment il me dit, Dieu, mais j'ai pas eu de chance, hein, qu'il me fait. Je prends ce virage avant cette longue ligne droite, il était 1h ou 2 du matin, et puis je me trouve face à ce truc à 200 mètres, j'ai cru que c'était un camion qui brûlait sur le bord de la route. Et puis évidemment, c'est pas un camion, c'est un double ovni superposé. Il a eu la trouille de sa vie, il a foncé encore plus vite. La voiture a eu quelques ratés, mais elle est passée quand même. Et l'objet l'a poursuivi un petit moment à travers les arbres, et puis il a reçu 8 ans. Et il m'a dit, j'ai pas eu de chance, hein, je suis tombé là-dessus. Alors je l'ai pas détrompé, hein, je lui ai rien dit. Mais son expérience n'a rien à voir avec la chance. Hein. Il était attendu, et voilà. C'est un rapport avec Bruno Faccini, la bête Guazzone, ou le sidérurgiste. Il voit cette lumière au fond et puis il se dit c'est pour moi. Bah oui, c'est pour lui, vraiment. C'est vraiment pour lui. Il a eu peur qu'il y ait une ligne électrique qui soit tombée dans les flaques d'eau. C'est ça. Il avait fait un orage terrible. Mais voilà, bien sûr, tu tombes toujours par hasard sur le truc. Et si tu tombes pas par hasard, il vient te provoquer. Voilà. Et si t'es chez toi, tout il y a fermé, un bruit. Il peut y avoir un bruit pendant longtemps. Aussi, jusqu'à ce que tu sortes. Jusqu'à ce qu'on sorte, ouais. Tu sais, il y a 3 outils de l'ostentation. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est le positionnement préalable. Tu prends le virage, le machin est là, en sortie de virage sur la route. L'arrivée impromptue sur zone, genre le cas d'Aubagne. Ouais. Tu sors étendre ton linge, tu vois un truc brillant, il arrive, il au-dessus de ta tête. Hein, voilà. La croisière s'amuse. Oui, mais bien sûr, c'est la croisière s'amuse. Et le troisième, c'est le stimuli sonore et lumineux. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé à mon plus ancien ami en 2010 à Apt. Pendant une heure, il était au dernier étage d'une part d'immeuble. Il faisait une ambiance très étrange. Sa femme a repéré des espèces de rayons verts sur la terrasse, comme des lampes stroboscopiques, si tu veux. Et pendant une heure, ils ont vu ça, ils étaient en train de discuter à table, ils étaient 4. Et ils pensaient que c'était des gamins qui jouaient ou qui avaient un feu d'artifice, tu vois. Et puis finalement, ils sont sortis, et c'est là que les objets sont arrivés, d'immenses rectangles noirs, avec de gros feux rouges dessous. Voilà, c'est au moment où ils sont finalement sortis, mais ils ont été appelés pendant une heure, hein, quand même. Que ces trucs sont arrivés. En plus, ils ont fait une ressource absolument impossible. Il m'a dit, enfin, un truc, le gamin était se rouler par terre de peur. Enfin, c'était un bordel. Il a passé son témoignage au GEPAN. Réponse, c'est la patrouille de France. D'accord. Ouais. Voilà où on en est. Il y a eu aussi toute cette période des fusées fantômes en 46, où il y avait des crashs de rien en forme de V2 qui sont en parallèle avec la peur du moment. Justement, c'est 1897 aux États-Unis, c'est la reproduction, mais cette fois-ci ce sont les fusées. Avec des fusées. Voilà. Ouais. Et les avions fantômes aussi. Et les avions fantômes en Suède en 33, 34. Oui, ça c'est un peu avant, ça. Avant-guerre. Donc il y en a eu plein, il y en a eu en 1909, je crois, en Roumanie, où on a tiré des millions de cartouches sur la Lune et Vénus, donc encore. Ouais. Les Russes subissaient le même truc au même moment, ils pensaient que c'était les Autrichiens. Les Foo Fighters, ouais. Donc voilà, on est toujours dans cette dimension spéculaire mimétique. À croire qu'une intelligence essaye vraiment de communiquer avec nous en utilisant non seulement nos propres structures mentales, notre propre histoire, notre contexte sociologique, mais surtout nos propres objets, nos
propre production, nos propres artefacts. Ça ressemble à ça. Voilà. Surtout, et ça, c'est pas une théorie, c'est quelque chose qui remonte du terrain. Surtout pour les possible, voilà. Pour les fusées fantômes, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites vraiment sérieusement, et ils n'ont rien trouvé. C'est la mieux enquêtée de l'histoire. Ils n'ont rien trouvé. Non, rien. C'est ça. L'armée s'y est mis, les meilleurs officiers de police sont mis tout avec des moyens en plus, hein. Parce que les gens ont vu tomber le truc dans un lac, mais le lac il faisait 1,50 m de profondeur. Donc c'était très facile pour l'armée de venir avec tout le matériel qu'il faut et de passer au crible le lac. Or, ils n'ont rien trouvé. Donc ça pose vraiment question, quoi. Alors j'en ai parlé avec Jacques Vallée dans l'échange que j'ai eu avec lui. Et alors il a émis une hypothèse quand même, il a donné un avis qui est à prendre en compte quand même. Il m'a dit il est possible qu'on ait affaire à des hologrammes, ça j'y avais déjà pensé, mais bon, mais pourvu d'une masse, c'est-à-dire hyper perfectionné avec une masse. Alors le coup de la masse, c'est intéressant parce que ça expliquerait les traces au sol et les écho-radars. Mais ça n'explique pas nécessairement l'interaction psychique avec les témoins, ni le fait que ça disparaisse comme ça. Donc, bon, peut-être, mais peut-être que c'est quand même un petit point positif d'avancée, je dirais, le coup de la masse. Parce que sinon, après, si tu prends l'intrication psychique avec les témoins, on est dans le vide, hein. On n'est plus au bord de la falaise, là, on est dans le vide. Ça rejoint l'hyperphysique, en fait. Ça rejoint l'hyperphysique, oui, effectivement. Mais par contre, c'est vrai que dans ce cas des fusées fantômes, apparemment, il n'y a pas eu d'effet après, ou sur les témoins, ou de traces au sol, vraiment, il n'y a rien eu. Alors que, par exemple, dans la vague de 1897, bon, il n'y a pas eu vraiment de traces, mais il y a eu... Il y en a eu quelques-unes, mais... Il y a eu des effets sur des animaux, des chevaux qui ont été coupés en deux. Les animaux sont très réactifs au phénomène ovni. Mais qui ont été aussi, il y a eu des mutilations d'animaux. Donc c'est les premières finalement mutilations peut-être animales, bien qu'il y en ait eu dans les légendes irlandaises avant, avec ce même phénomène de navire qui descend et qui prend des fois une vache ou quelque chose. Ouais. Mais donc il y a des cas comme de mutilation animale dès 1897 finalement. Oui, alors j'ignorais que ça commençait en 1897, c'est intéressant ce que tu dis là. Voilà. Alors j'en ai discuté avec Philippe Guillemont de ça, notamment en discutant une discussion sur le mimétisme justement. Il me dit mais ça pourrait très bien être une représentation mimétique de ce qu'on fait aux animaux. Oui. De la manière totalement barbare avec laquelle on se comporte avec eux. Ouais. Oui, c'est une interprétation possible. On ne peut pas en avoir la preuve, mais c'est entendable, disons. C'est entendable. Oui. Voilà. C'est vrai que... je sais pas si tu as vu sur le cas du bois des Prânes... oui. Il y a un truc à la fin dans les apparitions mondiales d'humanoïdes. Hein, j'ai fait une annexe. Oui. Avec le cas qui s'est passé en Bolivie, là où au Toco. Au Toco. En 68, où il y a la fameuse Vatisca, là. C'est un cas extraordinaire, hein, ouais, c'est vrai. C'est très intéressant. Tu as encore des éléments symboliques là-dedans qui sont étourdissants. Et quand tu sais que dans la même région du Bois des Prânes, il y a eu la fameuse bête là, dans les années 80, au début des années 90, avec plus de 5 ou 600 bêtes tuées dans des conditions comme à Otoko d'ailleurs, hein, avec 2 trous. Là, on est vraiment dans des cas. Mais j'ai tenté de fouiller. J'ai même interrogé un gars qui était à l'époque et qui avait fait l'enquête, qui est complètement retiré d'ufologie maintenant, qui est à Marseille. Donc j'ai eu un contact avec lui par l'intermédiaire de Gilles Thomas, mais il m'a dit on n'a pas trouvé de cas, on n'a pas trouvé de choses vraiment probantes, et cette histoire est restée un mystère. Tu as même de gros avocats qui se sont mis sur cette affaire, hein, pour chercher si c'était pas un règlement de compte entre éleveurs, tu vois, truc. Mais on n'a jamais rien pu trouver, on n'a jamais eu aucune preuve. C'est quand même très très très. C'est très étrange, ouais, c'est vrai. Ouais. Et de toute façon, au cours des siècles, il y a eu pas mal de choses. Par exemple, le livre des damnés de 1919 de Charles Fort.
qui est très intéressant aussi sur les pluies de cailloux qu'on retrouve après au col de Vence, finalement avec les pluies de pierre. Oui. Donc il y a des parallèles. Alors, j'ai eu connaissance d'un cas que j'ai pas pu mettre parce qu'il est arrivé après les apparitions mondiales d'humanoïdes, mais bon, c'est un peu où des génisses auraient été tués, massacrés une nuit dans le nord-est de la France, et la gendarmerie serait intervenue parce qu'on avait trouvé pas très loin de là l'idiot du village qui était complètement traumatisé, et lui aurait dit que c'était le personnage tombé du ciel qui avait fait ça. On est en 54, hein, là. Ouais. Et on ne sait pas ce qui s'est passé après. Je pense que le gars a dû être relâché, mais voilà. Donc ça s'est retrouvé chez les gendarmes, cette histoire, en 54. Donc voilà, c'est comment dire, c'est un peu en filigrane, si tu veux, du phénomène OVNI, cette histoire. C'est un peu comme les hommes en noir, quoi, finalement. Oui. Ouais. Les hommes en noir ou les nordiques, hein, les nordiques avec le cas de Chaboy, par exemple, qui est très mystérieux aussi, ce qu'elle a dit après. Très mystérieux le cas de Chaboy. C'est un cas prénal aussi où ils sont venus, ils ont récupéré le t-shirt du gars. C'est quand même très très bizarre, hein, cette affaire. Ou l'histoire de l'instituteur aussi, que le cas de Roselyne C, où Jean-Pierre Montals avait enquêté dessus à l'époque. Après il s'est un peu retiré de l'ufologie, mais que tu as rencontré à l'époque aussi, que tu as rencontré récemment, sur le cas de Roselyne C aussi. C'est très très étrange ce cas. Roselyne C, oui, là on est dans le contact, on est dans un cas de contacté. Alors d'après Jean-Pierre, moi je le connais depuis très très longtemps, elle m'a même écrit à l'époque, Roselyne C. Donc on pense en fait qu'il s'est réellement passé quelque chose, mais après que ça a déliré quand même sérieux, quoi, que ça a déconné sérieux, voilà. Son entourage l'a un peu poussé, et ça a fini dans un cas de contacté classique. Ouais. Mais voilà, bon, c'est une aventure où elle a été seule. Par rapport à ça, c'est pratiquement toujours le cas avec les contactés, hein, c'est très très difficile. Ouais. C'est Jean-Pierre Troadec qui est le spécialiste des contactés en France, et il en a suivi beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que revenons par rapport aux mutilations, c'est vrai qu'on retrouve tout ça dans les légendes, bien sûr, ou de la gentilhomme à Ben Bulben, ou de la République mystérieuse de Robert Kirk, en 1691, où on retrouve l'organisation secrète qui parle déjà des mutilations de bétail, finalement, à l'époque, ou dans les légendes d'Irlande. Oui, c'est une permanence dans l'histoire humaine, cette histoire-là. T'as vu l'année dernière ce qui s'est passé en France, hein. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas été vraiment élucidé, hein, cette histoire avec les chevaux massacrés, là, c'est ça, qui étaient massacrés à droite à gauche. On peut pas dire que ça a été vraiment élucidé. Non. À mon avis, ils ont interpellé quelqu'un, je sais, mais il est certainement pas responsable de tout. Alors, est-ce que c'est une secte, est-ce que c'est des cinglés, est-ce que c'est pas savoir, ou est-ce que c'est autre chose? On sait pas. Très difficile de savoir. J'ai pas d'informations à ce sujet précis. Et c'est comme sur le truc des centrales, hein. Elles ont été survolées, on sait pas pourquoi. Hein. D'ailleurs, c'est très étrange. C'est Stéphane Royer qui a sorti un livre là-dessus, sur les centrales, par rapport aux centrales nucléaires, mais aussi ce qui est intéressant. C'est moi qui l'ai corrigé, je sais. Ah d'accord, je l'ai eu en interview cet été. Et très intéressant, c'est que le cas de Valensole, en fait, à la base, ça devait être l'endroit où il devait y avoir un silo de missiles. Et en fait, finalement, ça a été mis au plateau d'Albion. Comme si le phénomène préfigurait, peut-être, il savait que ça allait être mis là, peut-être. C'est très étrange, hein, je sais pas. C'est une hypothèse. C'est très étrange, mais bon, de toute façon, on sait qu'il y a une dimension conscientielle, hein, une dimension temporelle, excuse-moi. Une dimension temporelle dans le phénomène OVNI. Et jusqu'où ça peut aller, cette histoire. Parce que visiblement, ce phénomène semble avoir des informations sur le futur. Exactement. Et donc, moi j'ai enquêté sur ce cas-là, qui n'est pas connu du tout, hein, de cette dame qui, en 1935, d'après elle se souvient plus exactement de la date, mais ça tourne autour de ça, c'était en 35. Elle a vu en Bretagne un dirigeable qui est passé devant elle. Bon, jusque-là, rien d'étonnant, parce que en Bretagne, à ce qui est l'aéroport de Nantes aujourd'hui, il y avait la grande base française des aérostats. Il y en avait une en Vendée
jamais vu un dirigeable passer en l'air. Sauf que sur ce dirigeable, elle a vu des scènes de guerre. Ah oui, oui. Toute la, non pas la coque, mais l'enveloppe du dirigeable montrait comme au cinéma des scènes de guerre. Ouais. Alors j'ai essayé de savoir, et qu'est-ce que c'était? C'était en noir et blanc. Elle se souvenait plus trop. J'ai dit c'était quoi, la Première Guerre mondiale? Elle se souvenait plus trop. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y avait des gens qui s'entretuaient. C'était des scènes de guerre, de soldats, de guerre. Bon. Or, un dirigeable qui montre ça existe aujourd'hui. Moi, je l'ai vu à New York. Ils ont mis des panneaux, tu sais, des panneaux comme pour les télés là, oui. Dessus, et ça fait de la pub. Oui. Goodyear a fait ça. Ouais, effectivement. Ouais. Mais en 35, ça n'existait pas. Non, c'est sûr. Alors c'est quoi cette histoire? Alors tu vois, on est encore à la marge, parce que la grande base de l'aérostation, elle n'était pas trop loin. Est-ce qu'elle a vu quoi exactement? C'est comme ce cas d'OVNI en 1914, là, où ce sont des soldats français qu'on voit sur un OVNI. Ah oui. Que tu as dessiné d'ailleurs. Ouais. C'est en août 1916, oui. Alors, à ça, 16, c'est un cas encore, c'est totalement inexplicable, quoi. Inexplicable. Et le cas du dirigeable qui montre un film, c'est impossible en 35, c'est impossible. Voilà. Donc tu peux te poser la question, effectivement. Il semble que cette intelligence ait des informations en espace-temps, on va dire. Et qu'elle peut parfois s'en servir dans la construction des scènes qu'elle te présente. C'est comme Eagle River en 61 avec le John Simonton, où les petits gâteaux, ça rappelle ceux de la gentilhommerie, l'eau pure, il demande de l'eau pure, il demande de l'eau. Il y a la même chose avec des cas de 1897 où il demande de l'eau aussi. De l'eau du puits. T'as un cas en français, comment il s'appelle déjà ce cas, où le témoin il va bosser avec sa mobilette là, et puis il est arrêté, il y a un objet qui est posé sur le bord de la route, il est arrêté par 2 ou 3 personnages en combinaison avec des gants, des casques et tout. Bon, et il le force à avaler un truc comme un caramel, si tu veux, qui a un goût fade. Oui, effectivement. Ça encore, c'est un cas. Alors c'est pas unique dans l'histoire ufologique. T'as un cas en Russie où un camionneur a été arrêté et je crois que ça a été un peu le même truc. Donc voilà. Alors on te fait avaler quelque chose qui est un peu indigeste et incompréhensible, un peu comme le phénomène OVNI, quoi, finalement. Oui. Comme si on te donnait de l'information, mais que on n'arrive pas à la comprendre, cette information. Donc ça symbolise peut-être cette information que tu ne peux pas comprendre. C'est peut-être ça. Mais ça rejoint un peu l'offrande aussi. Bon là, l'offrande était forcée. Ils l'ont forcé à avaler le truc. Oui. Mais bon. Mais il y a le cas des motards aussi de Céret. C'est en 1956 où ça c'est Pierre Gaudi qui a fait un dessin justement là-dessus où c'est ces motards très étranges, casqués avec des grosses motos rutilantes. Alors ça c'est pareil parce que c'est un cas à part parce qu'il n'y a pas d'OVNI quoi. Donc c'est à part. C'est ça. Très peu connu comme cas. Très peu connu. Toujours très délicat à manier, très étonnant. Bon, voilà, tu notes, ça fait partie de l'information, mais tu prends l'élément le plus curieux et tu le mets dans le puzzle. La plupart du temps, on fait pas attention parce qu'on n'a pas l'habitude de séquencer l'information. Si tu le fais, tu vas trouver des choses. Par exemple, sur le cas de Raveo, qui a lieu à l'été 46, dans le Frioul. Oui. Donc, ce cas, il est très connu, il est encore très discuté. Le témoin est mort aujourd'hui, mais il y a toujours son fils qui a toujours dit que son père avait dit la vérité et que ça avait influencé toute sa vie dans cette affaire. Bon, alors c'est le premier cas où un témoin est paralysé par un être qui a un petit tube. Bon, d'accord. Et le cas est relativement connu des spécialistes, entre guillemets, il n'y a pas de spécialistes en ufologie, mais bon, des gens qui s'intéressent, il est relativement connu. Mais personne n'a fait attention à 2 éléments, parce que ça dérange. Et si tu veux, c'est noyé dans le séquençage. Mais le séquençage permet justement de les mettre en relief, ces éléments. Oui. Le premier élément, c'est que les êtres ont
à la place des mains, ont 2 pinces, ont des doigts, mais c'est 4 doigts, 8 doigts en fait, voilà, opposables 4 à 4. Ça fait une pince, d'accord, et qui se saisissent des objets avec ça. Ça, c'est le premier truc. Or, ça, je vais t'en parler parce que ça vaut le coup. Ouais. Et le deuxième élément, c'est que quand ils sont rentrés dans l'objet qui était planté dans un éboulis, non pas dans la roche, comme on a dit, c'est un éboulis, il a semblé aux témoins que l'objet rétrécissait de forme avant de partir à toute vitesse dans le ciel. Oui. Voilà, ça, c'est un élément que l'on n'a pas pris en compte. Oh, il est très important. Il nous renvoie à cette capacité du polymorphisme des ovnis. Oui. Quant aux doigts, aux 8 doigts opposables 4 à 4, en 92, j'ai passé un été à faire la route des grands monastères dans l'Himalaya. D'accord. J'ai rencontré tout un tas de populations de gamins, machin, à un moment en pleine, dans une vallée où il y avait de l'eau, il y avait des gamins qui sont venus. Quelle n'a pas été ma surprise de voir que des gamins avaient 8 doigts opposables 4 à 4. Et j'avais un médecin avec moi. Donc je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Et il me dit, oui, c'est connu. Alors il m'a donné le nom, je l'ai oublié. Il me dit, c'est une tare génétique qui est typique des hautes vallées alpines. Et qu'on trouve parfois. En fait, ça part de la base du pouce et t'as 4 doigts qui poussent à la naissance. Et effectivement, ça donne une pince opposable 4 à 4. Mais là, c'était plutôt collé, si tu veux. Les gamins, d'ailleurs, ils savaient dissimuler leurs mains. Voilà. Donc, en fait, cet élément, hasard ou pas, est un élément humain de la normalité, d'accord, hein, mais humain quand même aussi. Tu vois? C'est vrai. Et ça, c'est des éléments auxquels on ne fait pas attention, parce qu'on n'analyse pas les cas, on les regarde comme ça superficiellement, et puis c'est tout. Il faut les séquencer et regarder l'information dans son déroulé chronologique, en fait. Là, il n'y a rien qui t'échappe. C'est toujours archétypal, en fait. Hein. Ça fonctionne avec l'inconscient collectif aussi. C'est possible. Quand je dis que le phénomène se puise dans nos structures mentales oui. pour se manifester à nous, si tu veux, il est évident qu'il puise également dans l'inconscient personnel des fois, oui. et collectif souvent. Ben c'est un mythe moderne de Carl Jung, finalement. On rejoint ce livre-là. Carl Jung est un outil intéressant, je trouve. Oui. Et même ces vieux érudits s'en servaient. Hein. Bon, oui. Et même on peut rejoindre Powell et Bergier, une sorte de réalisme magique. Le phénomène agit sur l'inconscient tout le temps, quoi. Oui. On peut voir bien des choses. Il y a beaucoup d'outils. Jung est le plus connu et peut-être le plus adapté, mais il y en a d'autres. Hein. Ouais. T'as par exemple Inrabi, le plus grand soufisme Ibn Arabi, de l'islam. Oui. Il faut voir ce que dit Inrabi. C'est les chiites. Ouais. C'est l'ismaélisme. Vision religieuse, évidemment. Hein, mais le créateur se manifeste dans un plan intermédiaire parce qu'il veut se connaître, et il nous crée, et ce que l'on crée par l'imagination se retrouve dans ce plan intermédiaire. Oui. Ça ressemble beaucoup quand même à ce dont on parle. Hein. C'est vrai. quand tu travailles un peu là-dessus. Donc des outils, il y en a, mais bon, ça reste du domaine spéculatif, bien entendu. Oui. Il y a aussi, par exemple, on retrouve par exemple dans les mythes, comme le mythe du sauteré, qui revient avec les Villers, avec en 67, et c'est très intéressant aussi parce que le phénomène en fait là se rejoint avec un mythe ancien où la grange brûle, justement de la même façon. Ah ben le sauteré c'est un cas lourd, hein. Figure-toi que j'en ai discuté avec Jean Tirode quelques mois avant sa mort, parce que j'étais passé le voir dans le Jura. Il m'a même corrigé les dessins pour les apparitions d'humanoïdes. Il m'a dit non, c'était un peu plus ventru. Hein. Bon, bref. Et on a parlé du cas du sauteré. Et en fait, c'est un de ses enfants, faisait partie des enfants qui a été témoin. C'est pour ça qu'il connaissait bien et qu'il a enquêté sur le cas. Et ils étaient accompagnés d'un chien qui a laissé des traces en sautant dans la boue. Et ces traces, il les a photographiées. Ouais.
Et effectivement, la grange a brûlé, on les a vus courir à toute vitesse. Bon, voilà. Alors il faut savoir que tu sais que toute la documentation de Jean Tirode a disparu, hein. Ce qui a entraîné la création du sceau d'ailleurs, parce que le jour où il est mort d'un cancer, il était déjà malade, hein, quand j'ai été le voir. Sa femme, qui était une bonne protestante, comme on en trouve dans ces régions un petit peu intégristes, a tout foutu, toute sa documentation, 500 enquêtes, elle l'a mis dans la cour de la ferme et elle a tout fait flamber, parce qu'elle considérait que ces phénomènes sont l'œuvre du diable. C'était diabolique. Et que c'est l'intérêt pour ces phénomènes qui avait amené la maladie de son mari, si tu veux. Donc elle a tout fait flamber. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est bon. Donc les photos, tout ce qu'il avait, tout a disparu. Y compris sur le cas de comment ça s'appelle? Le cas de où tu as, en fait, l'être était petit, tout en noir, ressemble beaucoup au sauterelle finalement. Sauf que le sauterelle a un habillage plus folklorique. Tandis que là, il s'agissait d'êtres qui gazouillaient un petit peu ou qui parlaient comme du chinois. Hein. Oui. C'est à peu près à la même époque, un an avant. Arsoucisson. Arsoucisson, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, j'ai beaucoup discuté de ça avec Julien Gonzalez, qui a retrouvé une des témoins, c'était des enfants qui ont vu aussi, qui a retrouvé une des témoins devenue grande. Elle lui a dit, mais je me souviens très bien de ce petit être avec un ventre proéminent et qui parlait comme s'il parlait en chinois. Eh oui. Donc on a une confirmation là, tu vois. C'est intéressant ça. Ça revient. Julien est un vrai fouineur. Je l'aime bien parce qu'il fouine, il est capable de faire 100 km pour aller retrouver un témoin et faire une contre-enquête avec lui et parler réellement de ce qu'il a vu 20 ans après, tu vois, donc c'est intéressant. Oui, il y a plein de cas comme ça où même ils ont des onomatopées, comme le cas de Saint-Perdroux en 54 où il dit Hortin, Hortou, ou ce genre de petits hutins, ouais. Oui, il pourrait dire Horton, ce qui aurait des connotations ufologiques. Oui. Oui, bien sûr. Mais t'as aussi un mot comme ça dans le fameux cas là, comment il s'appelle, le fameux cas de RR4 là, qui est relativement récent, qui date de 96 où il y a eu un mot comme ça prononcé qu'on peut interpréter de bien des manières. Hein. Oui. Bon, ça c'est. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est les contactés des années 50. Alors s'ils ont vraiment été en contact avec certains, ils avaient les êtres en question avaient des noms babyloniens comme Ashtar, Ashtarté. Et peut-être que les témoins ne connaissaient absolument pas la mythologie babylonienne ou sumérienne. Non, pas. Donc c'est comme très étrange. C'est vrai qu'ils ont été sujets à caution ces cas-là. Mais il y a quand même ce lien avec les noms anciens des dieux, quoi. Oui. Et il faut faire attention aux noms des lieux aussi. Oui. Oui, à la toponymie, oui. Parce que tu as souvent des choses assez étonnantes quand même. Qui paraissent en relation. Non, c'est vraiment très étrange. C'est passionnant, mais c'est vrai que tu te perds vite, hein, parce que pour arriver à synthétiser tout ça, c'est pas. Ouais. Alors c'est un sujet passionnant, heureusement, parce qu'il a souvent ni queue ni tête, hein. Pour reconnaître. C'est comme Beau Soleil, c'est toujours en miroir, comme un théâtre dans le théâtre en fait. Il y a toujours plein de choses, des boîtes gigognes en fait. Oui, c'est ça. Hein. De toute façon, l'OVNI est un point à gratter métaphysique dans un environnement qui est relativement sécurisé, si tu veux, et très stabilisé. Donc l'OVNI vient jeter là-dedans une dimension de doute et qui nous dit peut-être, mais la réalité n'est pas tout à fait ce que vous croyez. C'est pas impossible. Surtout que dans D'ailleurs, non, vas-y. Si le phénomène nous donne de l'information à sa manière, hein, il faut se poser la question, quelle information nous donne-t-il quand même? Parce que il peut nous donner involontairement de l'information, mais dans ce cas-là, c'est difficile. S'il nous donne volontairement de l'information sous une forme hyper fragmentée, il faut quand même se demander quel type d'information il nous donne. Oui. Et cette question est intéressante quand même. Mais à mon
avis, elles devraient faire. Moi, je pense que ce sont des informations de type ontologique, hein, qui concernent la nature de la réalité et qui sont dangereuses pour ça. Mais il faudrait quand même une équipe, un peu comme on a fait pour Ovni et Conscience, avec un sémiologue au milieu, un psychologue, un sémiologue et un physicien, quelques ufologues, et qu'on travaille sérieusement là-dessus pour essayer de mettre à jour vraiment l'information qui ressort de tout ça, même si elle est inacceptable, hein. Parce que bon, elle est sans doute inacceptable, mais on peut quand même faire un travail là-dessus, je pense. Oui. Ben, c'est vrai mais il y a toujours cet effet miroir, par exemple aussi par exemple dans les années 50, le phénomène où on voyait beaucoup des gros boutons, on voyait l'intérieur de l'objet, comme oui. Rosalotti, et après il y a des traces au sol aussi. Et après il y en a beaucoup moins de traces au sol et on ne voit plus l'objet à l'intérieur, où c'est très évanescent. Donc il y a quand même cette période des années 50, on avait déjà parlé dans une conférence qu'on avait fait, justement tous les deux, par rapport aux 1950, sur les années 50 justement, sur sur le phénomène, et c'est très intéressant aussi ça, 54, enfin les années 50, c'est en France. Mais ça fait partie de ce mimétisme qui évolue avec nous, qui évolue avec la période dans les années 45, 50, 55, tu as effectivement des objets avec des tuyères, tu as des objets, tu as des êtres là, comme dans le cas allemand. Oui. Tu as des êtres qui ont des bouteilles sur le devant. Des Sauerland, les collecteurs d'herbes, et T48. C'est le. Sauerland. C'est ça. Les objets, tu pourrais très bien les imaginer aux commandes d'un jet, les premiers jets, tu vois, qui vont très haut, où il y a besoin d'oxygène. On est là-dedans. Par la suite, ça va disparaître. Il y aura des bouteilles derrière, comme des scaphandriers, et petit à petit, tout ça va disparaître. Donc, on est dans une forme mimétique, là, qui évolue en fonction de nos propres évolutions. Exactement. Ce qui est difficile à repérer sur le coup, mais que tu peux repérer 20 ans plus tard, par exemple, tu vois. Et même dans les échanges avec les témoins, où en 1897, ils vont dire ne touchez pas, et on le retrouve pareil en 54. On retrouve pareil, ne touchez pas, où ils le touchent et ils reçoivent une décharge. Ouais, voilà, il y a une continuité, ça c'est vrai. La continuité y est, ça fait partie de la permanence de ce phénomène. Certaines caractéristiques y sont, aucun doute, hein, la violation de nos lois physiques par les déplacements, le côté lumineux qui apparaît très souvent, le côté protéiforme aussi, tout ça y est, toujours élusif bien sûr, une partie conscientielle, tout ça, ça reste, ça fait partie des caractéristiques. Mais après, le cinéma qui nous est montré évolue sans arrêt avec nous. Oui. Donc ça fait partie également de l'effet spéculaire. Ah bah le côté cinéma, on le retrouve avec, par exemple, avec Salle de Vignafan en 74, justement, où c'est justement un technicien de la SNCF qui a les mêmes balayages, il retrouve les mêmes balayages de l'OVNI avec son travail, avec son métier. Ça, c'est incroyable. L'OVNI s'amuse dans cette histoire. On dirait qu'il s'amuse. On dirait un travail de l'inconscient. C'est ça. Fois, hein. Bon, mais voilà, ce mimétisme. Le danger, c'est qu'il peut être interprété de plusieurs façons. Les sceptiques, généralement, se rengorgent du mimétisme parce que ça les aide dans leur démonstration. Ils disent que ça prouve que c'est des confusions et que tout est de style hallucinatoire, justement parce que le cas que l'on observe est rempli d'événements purement anthropologiques. Bien sûr, c'est facile de dire ça. Il peut y avoir d'autres hypothèses, hein, aussi, endogènes notamment. Mais il peut y avoir aussi une hypothèse exogène, celle dont j'ai parlé. Voilà, on est face à une tentative de communication avec nous, ou alors à quelque chose qui vise à nous donner de l'information sur le long terme. Ça, c'est un petit peu. Disons que si je parle de langage avorté dans mon esprit, c'est une hypothèse économique. C'est l'hypothèse la plus simple, la plus économique. C'est avorté parce que malgré tous les efforts de cette intelligence, et le mimétisme est un sacré effort, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. On n'arrive pas à comprendre le message ou le début de communication. Maintenant, si ça fait partie d'un plan pour nous influencer à long terme ou nous donner de l'information, mais sur un très long terme, là on est un peu au-delà, mais on est toujours dans un système de communication et dans un aspect
Mais surtout que dans le mimétisme, en fait, qu'ils font, il y a toujours un bémol, il y a toujours quelque chose qui colle pas, en fait. Donc, ce qui fait que le témoin va le rapporter parce qu'il voit que c'est pas normal, il y a quelque chose qui est anormal. Voilà. Que ce soit même dans 1897 avec les dirigeables, ou plus récemment. Le mimétisme est toujours grossier. Voilà. S'il ne l'était pas, s'il était parfait, on n'aurait jamais de témoignage. Exactement, voilà. Et aussi, il y a l'élusivité et l'ostentation, où toujours ils se montrent, en même temps ils se cachent, et en même temps ce qu'ils vont montrer, ça paraîtra faux. Le témoin va le raconter, ça paraîtra faux. Ça paraîtra quelque chose. Surtout que des fois, justement, il y a le même phénomène avec il y a le même phénomène local, d'autres objets qui sont parallèles avec le phénomène qu'il a vu. Donc on va dire, ah oui, mais c'est ça que tu as vu. C'est ça que tu as vu, mais non. C'est ça, oui, voilà. Ce que je te disais tout à l'heure, là, il y a souvent des histoires comme ça. Et quand tu commences à analyser avec cette grille-là, tu t'aperçois que dans les cas de mimétisme, il y a souvent un truc pas très loin qui aurait pu servir de modèle. Exactement. Comme si le phénomène avait puisé dans la topographie proche, local, ouais. l'environnement proche, exactement. local, le modèle de sa manifestation. C'est ce que dit mon ami Fabrice Bonvin, quand il dit, mais ils sont capables de nous montrer n'importe quoi. Oui, c'est vrai. À partir du moment où tu as un objet qui fait du morphing devant toi, effectivement, cette intelligence est capable de te montrer n'importe quoi. Ou de préfigurer des choses, par exemple, des cas des années 50, il disait c'est exactement la même chose que j'ai vu. Il a vu en 69, il voit sur la Lune les cosmonautes, il dit, mais c'est ça que j'ai vu. Oui. C'était Abiyat Guadzone, je crois. Je crois que c'est lui qui avait dit ça. Oui, c'était Abiyat Guadzone. Quand il a vu les Américains sur la Lune, il a dit, mais c'est exactement ce que j'ai vu. Oui, bien sûr. Et l'objet de Socorro rappelle les lemmes lunaires, finalement, après, quoi. Oui. Alors, tu sais qu'il y a eu un truc, je pense que je te l'ai dit récemment, il y a 2-3 ans, là, dans le Haut-Var, où le témoin a vu... alors, le témoin, il est sur un site où on stocke de manière sécurisée des explosifs, mais pour le bâtiment, c'est pas militaire. C'est principalement de la dynamite, des choses comme ça. Et donc, il a vu un objet qui avait une sorte de ballon dirigeable, qui avait un comportement pendulaire. D'accord ? Il a vu un bon moment, et puis l'objet a disparu. Bon, ça c'est l'observation. Mais le problème, c'est que le témoin, dès la nuit qui suit l'observation, c'est aussi un classique, il commence à avoir une image qui s'imprime dans son esprit. Alors, je l'ai eu au téléphone, ce gars, mais avant, il y a mon ami Stéphanie, qui a Saint-Césaire, qui avait travaillé dessus, qui me l'avait raconté. Donc, alors je lui dis, mais quel était le signe qui était imprimé dans sa tête et qui flashait sans arrêt. Elle me dit, c'est un haut de flèche avec un trait en dessous. J'ai dit, mais c'est l'affaire de Socorro, ça. Ouais. Elle me dit, oui. Bon, j'ai dit, alors, tout en me parlant, elle va sur Internet, elle regarde, elle m'a dit, oh bon Dieu, c'est ça. J'ai dit, ben oui. Elle m'a dit, mais comment tu l'as vu tout de suite? C'est mon métier de voir ça tout de suite. Je connais. C'est évidemment l'affaire de Socorro. Mais attends, c'est pas le plus beau. Alors, ça c'est resté pendant plus d'1 mois dans la tête du témoin, cette histoire-là. Et quand tu fais une prise photographique par Google Earth de l'endroit du site où ça s'est passé en pleine Cambrousse, eh ben, tu as une piste avec 2 excroissances qui partent sur les côtés, et si tu prends la position du témoin sur la piste centrale, et que tu tires à partir de là, eh ben, tu es dans le site de Socorro. D'accord. Je sais pas si tu imagines ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire que l'intelligence a choisi un témoin et un endroit dans un lieu où tu avais au sol le signe de Socorro, et qu'elle a reproduit ça dans la tête du témoin après l'observation. Ouais, c'est très intéressant. On est dans du lourd là quand même. On est dans du lourd. J'en parlais avec Fabrice de ça, et il me dit, ah oui, là, effectivement. Et ça rappelle aussi la rune de la naissance, aussi, ce sigle-là, avec une des runes nordiques qui symbolise la naissance, en fait. Oui,
oui, mais on peut après trouver un tas de choses parce que le sigle de Socorro, on l'a jamais vraiment interprété. Hein, ça pourrait être beaucoup de choses. En plus, il y en a des sigles, il y en a des milliers. Donc, bon, une pointe de flèche finalement. Hein, c'est une pointe de flèche utilisée. Bon, voilà. Et ça se retrouve là il y a 2 ans, quoi, dans le Haut-Var. Moi, je reste scotché. Hein, et j'ai eu le témoin au téléphone parce qu'il était très très excité. Le témoin, il était vraiment complètement bouleversé. Stéphanie m'a donné son numéro, elle m'a dit bon, appelle-le, je vais lui dire, il attendra ton appel et essaie de le calmer un peu. Donc je l'ai eu 1 heure au téléphone, ce témoin, et je l'ai calmé. Oui, j'ai un peu délayé les choses. Je lui ai dit, vous savez, bon, ça, vous n'êtes pas seul, ça arrive très souvent et c'est un peu dangereux parce que si après on devient obsessionnel de ce qui s'est passé, ça peut occasionner des dégâts psychiques quand même. Donc il faut un peu se calmer et regarder les choses, s'y intéresser, mais regarder les choses plus calmement. Enfin, je l'ai apaisé. Voilà. Ouais. Des témoins ont été, c'est vrai, très surpris ou choqués, comme le cas de Feigny en 93, où il se rend compte, le témoin se rend compte que ça représente presque son métier par rapport aux avions. Bah oui, le cas de Feigny. Alors, tu sais, là, j'ai discuté quand on était à Rennes-les-Bains avec Philippe Pigeot, et il m'a raconté le cas de son ami, là. Le cas, il est très proche de celui de Feigny, parce que le gamin, il était jeune, dans la montagne, il sort de la maison, et il voit rêver cet objet tout doucement vers lui, mais l'objet, il faisait 200 mètres de long. Et c'était une sorte de, bon, on va dire de dirigeable pour faire court, avec ça ressemblait plutôt à une Micheline en fait. Hein. Et il était tout construit avec d'énormes tôles tout trouillées. Et le truc, il passe au-dessus de sa tête, si près que le gamin qui a un lance-pierre dans les mains se dit, je vais lui envoyer une pierre. À ce moment, les parents, ils sortent, ils voient ça, ils ont tellement la trouille qu'ils s'enferment à l'intérieur de la maison et ils oublient le gamin dehors. Ah d'accord. Et le truc, il passe au-dessus, en 200 mètres, c'est un porte-avions, hein, qui défile comme ça. À un moment, hop, il prend un angle droit et il s'en va tout doucement, exactement comme dans le cas de Feigny. C'est le même scénario. C'est les mêmes. Mais avec une forme différente. Voilà. Et là, on est encore, on est dans la vague de 97. Hein, c'est ça, parce que souvent ça partait comme un coup de fusil. Et puis c'est vrai que quand même ils éclairaient des villes entières. Maintenant ils le feraient peut-être plus, ils éclairaient des villages. Mais ils éclairaient des villes entières à l'époque avec des appareillages qui étaient impossibles à l'époque à porter. C'était trop lourd. Bien sûr. Donc voilà, on est dans cette folie du steampunk. Tout ça n'est pas très explicable, sauf une intelligence qui tenterait de communiquer avec nous, mais qui n'y arrive pas. Il y a eu en Belgique aussi en septembre 69 le Concorde, le faux Concorde aussi. Ah, celui-là, je ne l'ai pas en souvenir. J'ai en souvenir un cas américain avec le fameux avion fantôme là. Hein, où il avait le nez tronqué encore, ce n'est pas le même, mais ça a été vu, c'est le même truc qu'a fini en fait. Voilà. Très bizarre. Et oui. Mais il y a aussi le cas de Castelfranco Veneto en 76. C'est le technicien en télécommunication, il voit cet appareil là qui se rapproche complètement de son métier. Dessous, oui, il y a tout un treillage qui évoque un petit peu les antennes, si tu veux, complexes des radars militaires. Mais on est dans un effet vitrine, hein, là, puisque toute la face avant de ce qui est une sorte de rectangle, en fait, toute la face avant est quasiment munie d'une baie vitrée qui voit les êtres à travers. C'est ça. Et qui le regardent. On est dans un effet vitrine. Hein, l'objet a été détecté par radar. Il y a des chasseurs qui sont arrivés, il s'est barré à toute vitesse, mais je suis sûr que c'est un effet vitrine, hein, ça. L'effet vitrine, ça concerne toujours un petit appareil transparent ou semi-transparent. Mais il arrive de temps en temps qu'il y ait un gros appareil. Et là, c'était un gros appareil. Il y a des cas. Mais le cas dont le cas dont je viens de te parler là dans les Pyrénées,
y a pas de vitrine, il n'y a pas de hublot, mais est-ce qu'on n'est pas dans un effet vitrine aussi, quoi, vrai, parce que tu te poses la question, hein. Ouais. Il y a des dessins que tu as fait dans justement les apparitions mondiales d'humanoïdes, où par exemple il y a le cas de Sainte-Croix au Québec en 2015 qui rappelle celui du Farson Ontario au Canada en 75 avec c'est une même vitrine quoi. Ou Saint-Omer avec Lombez aussi dans le Gers. Oui, mais bien sûr. Moi je pense qu'il y a beaucoup plus d'effets vitrines que ce qu'on croit. Mais il y a une partie. Effet vitrine de type 1, c'est le plus classique, un petit appareil en l'air, ou exceptionnellement un gros, mais en l'air. 2, effet vitrine de type 2, l'appareil est au sol avec ou sans trace. Et effet vitrine de type 3, point d'interrogation, je parlerai d'effet vitrine déguisé. Alors jusqu'où ça va, ça? Jusqu'où ça va? Je n'en sais rien. Je n'arrive pas à me faire une opinion définitive, si tu veux. Il y a un effet vitrine aussi dans le contact. C'est-à-dire qu'ils disent les mêmes choses, mais sous différentes formes, et puis il y a ou même un siècle d'écart, quoi. Oui, mais ça c'est une continuité dans un peu l'absurdité de ce phénomène, mais effectivement. Mais pour l'effet vitrine à proprement parler, qui est une dimension de l'effet spéculaire, la dimension spéculaire, ça il n'y a pas de doute. Jusqu'où ça va? Et c'est la question que je me pose. Elle est importante cette question, parce que elle est importante parce que si ça se limite à 30%, on peut dire que comme je te disais, c'est les 70% qui provoquent ça. Si elle est très très étendue, il faut retomber sur les propos d'Enrico Fermi. Selon mes calculs, ils devraient déjà être là, mais s'ils étaient là, on ne les verrait même pas. Donc tu retournes la question. Comment se fait-il qu'on voit quelque chose? Et donc que nous montre-t-on? Et tu retournes sur le système de communication. Mais d'ailleurs, il y a un cas sur lequel tu as enquêté, c'est la fusée de 1930 par rapport à Jules Bouvier, à Toussaint-Croix, où c'est la préfiguration des fusées de 46, finalement. En France, la première, avec une fusée de 10 mètres de haut, quoi, avec des traces au sol. Ah oui, le truc de 12 mètres de haut, énorme. Et le sol, j'ai été sur place, j'ai une photo, j'ai fait un dessin. Exact, tu as enquêté dessus, ouais. Mais, et je connais la petite fille du témoin. Le témoin est mort il y a quelques années, il est mort âgé, et je connais sa petite fille. Donc, qui s'intéresse aux ovnis d'ailleurs, du coup, aussi. Mais, voilà, j'ai été dans cet endroit, qui est une sorte de vallée, un petit peu avec un cours d'eau derrière, et j'étais même à la maison qui est abandonnée, d'où le gars avait vu la lumière, d'où le second témoin avait vu la lumière éblouissante le matin, si tu veux, tôt. Il est venu à midi s'enquérir de que c'était. Donc là, on est bien dans une fusée, quoi. Dans une fusée. Et on est au début des années 30, quoi. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, cette histoire. Ceci dit, les fusées sont très anciennes, dans l'histoire humaine aussi. Donc on est encore, mine de rien, à mon avis, on est dans un effet vitrine déguisé. On est dans une histoire mimétique, en tout cas, de fusée, qui part tout doucement sans faire de bruit et prend tout son temps pour disparaître dans le ciel. Et le témoin qui rentre très forte luminosité, et le témoin qui rentre avec les yeux cramés, quoi. C'est un cas extraordinaire, extraordinaire celui-là aussi. Oui. Mais bon, voilà, il faut ces cas, il faut les prendre, les enquêter. Alors, celui-là est bien enquêté, il est bon. Là, je l'ai drôlement serré, celui-là de cas. Mais c'est pas toujours le cas. Après, tu fais avec ce que t'as. Des fois, tu réfléchis sur des trucs, tu te demandes. Bon, moi, je me suis fait avoir comme ça. Il faut faire attention aussi, surtout quand il n'y a pas d'objet. Je me suis fait avoir il y a 5-6 ans sur un cas à Vaugreny, à côté de Nice, qui était très bizarre, avec un être très bizarre que le témoin a vu dans la nuit. En plus, il a senti que quelque chose n'allait pas et le truc est arrivé. Enfin, mais il n'y a pas d'objet. Et en fait, j'ai résolu ce cas, il m'a fallu plusieurs années, alors que j'avais les éléments pour le résoudre, mais il y a une relation que j'avais pas fait. Et je pense que le cas n'a rien à voir avec l'ufologie. Donc aujourd'hui, je pense que c'est classé pour moi. Donc il faut faire attention quand même aussi. Il y a un cas, des premiers cas français, on ne sait pas si c'est un récit ou si ça a été monté, c'est le cas de 1790 à Alençon.
Ah oui, il y a des avis divergents là-dessus, les avis divergents. C'est la boule qui avec le commissaire Lyabov, alors que c'est ce globe qui serait tombé, qui serait tombé en cendres, et un petit tête serait sorti dans les bois. Bon. Oui, ça. On ne sait pas trop si c'est réel ou pas. Non. Il faut voir les sources, et puis plus tu remontes dans le temps, plus ça devient délicat. C'est déjà délicat aujourd'hui, imagine quand c'est il y a 200 ans. Ouais. Voilà. Un tour d'horizon intéressant, très, avec un angle très particulier, mais quand même très intéressant, je trouve. Tu as apporté beaucoup de choses, c'est vrai, à l'image d'un Jacques Vallée, d'un Aimé Michel, et tu continues toujours à apporter, parce que là tu travailles sur d'autres choses aussi, peut-être dans un prochain livre. Oui, là je travaille sur les ovnis, permanence et changement du phénomène ovni et variation du phénomène ovni, mais vu à travers l'histoire contemporaine à partir de 1880, si tu veux, tu vois. Donc voilà, c'est toujours un peu le même thème. J'insiste sur les biais cognitifs, sur cette dimension mimétique que l'on ne veut pas voir, sur les effets vitrines, etc. Et comment ils se produisent dans la grande vague d'accroche, dans la phase d'accroche à partir de 45, si tu veux. Tout ça se renforce, et comment on voit ça et le rôle des effets. Bon, je développe un petit peu ma théorie mon explication possible sur la communication. Voilà, que je vais faire peut-être, mais bon, je travaille dessus à temps partiel en ce moment parce que j'ai trop de boulot à la maison. Mais voilà, je ferai peut-être ce truc-là, et puis après on verra. C'est peut-être qu'on fera quelque chose avec Jean-Jacques Jaillat, Fabrice, Philippe Piment, je sais pas. J'aimerais les pousser à faire quelque chose sur le plan sémiologique, quoi. Parce que ça me travaille un peu. Si de l'information nous est donnée volontairement, il faut qu'on arrive à comprendre quelle est cette information. Voilà. Oui. Donc on fera peut-être plus tard, on fera ça. Philippe Guimond veut faire un livre avec moi mais pour l'instant, tant qu'il est au CNRS, il risque pas. Il m'a dit, je veux que tu me fournisses les cas, et moi j'explique la physique qu'il y a derrière. Voilà, qu'il pourrait y avoir derrière, si tu veux. D'accord. Je lui ai dit oui, ok, quand tu veux. Donc là, je sais pas, il est un peu en bascule en ce moment. Il va peut-être quitter le CNRS et prendre sa retraite de manière anticipée. Donc peut-être qu'on fera ce livre après tous les deux. Voilà. C'est bien d'avoir des gens comme ça dans ce parce que j'ai Jean-Jacques Jaillat, j'ai Fabrice Bourrin, j'ai Piment, j'en connais bien d'autres. Donc c'est toujours intéressant. Là, dernièrement, je discutais avec Laurent Kaprovitz, qui est docteur en sociologie dans le Nord et qui a écrit plusieurs livres. Alors lui, il a une interprétation plus endogène, justement. Lui, il pense que c'est lié à l'inconscient collectif qui produit des choses, et il développe des théories assez intéressantes là-dessus. Il a vécu des trucs sur le plan psy. Donc on a discuté 2 heures ensemble, et il m'a dit vous êtes le premier qui m'écoute et qui m'a même apporté des choses que j'ignorais. Et j'ai dit il n'y a pas de problème, pourquoi. Donc il m'a lui aussi proposé de faire un bouquin à 80, mais bon, il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y en a un autre aussi. Mais bon, j'ai pas le temps. Donc après je reprendrai la recherche de manière un petit peu plus approfondie. Là pour l'instant je bosse, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année, là jusqu'à Noël, et puis après je serai peut-être un peu plus tranquille. Voilà. Oui, je comprends. On verra. On verra ça. Il y a juste un dernier cas qui était intéressant, c'était le robot noir de Saint-Jean-du-Gard de 72, qui est très particulier aussi, qui m'a marqué ce cas. La nature, justement, comme s'il influençait sur la nature. Très étrange. Ce cas est un cauchemar, parce que tu te mets à la place de la bonne femme qui sent et qui pas de truc. J'aurais vraiment eu la trouille, moi, vraiment. De nuit, un machin seul avec ce truc. Voilà. Mais on est encore dans une représentation, je pense, puisqu'elle est rentrée dans la tente et il ne s'est rien passé. En fait, l'être avait rempli son rôle, quoi. C'était un parallépipède, en fait, noir avec des yeux. Et puis c'est vrai que ce qui est drôle, c'est qu'elle a encore vu, elle a vu au loin la fameuse boule lumineuse Isetta, en forme d'Isetta, en juin 72. Oui, qui était posée sur le parking à côté. Oui, qui brillait fortement dans la nuit. Pour se voir, pour se montrer, évidemment.
Oui, c'est Bourré dans son premier livre qui parle de ce cas. Ouais, exactement. Il est vraiment, Nouvelle vague de soucoupe volante. Ce cas. Ouais, c'est vrai que c'est marqué à l'époque dans ce livre. Ouais. Il n'y a plus de cas comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup moins, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Et je pense que les témoins se taisent surtout parce qu'ils ne veulent pas d'ennui. Voilà. Bah, c'est comme finalement le cas de Koséli près de Lucas en 44 où le témoin il pense que c'est les Allemands et ça préfigure les Nordiques presque. Enfin le mythe des Nordiques bien avant Adamski, on est en 44 là. Donc oui. Et il y a à peu près à la même époque un cas en Corse de même nature. Alors très peu documenté hélas, mais où effectivement le type arrive, ils étaient deux, je crois. L'école de Téchine, c'est ça. L'école de Téchine 43. Il arrive en moto, il voit cet objet avec deux êtres ou un être blond. Il pense à un appareil à des Allemands. Effectivement. Sauf que l'objet il part, il se met verticalement et il part à toute vitesse vers la mer. Bon, voilà, on est encore en plein dedans. C'est ça. D'un certain point de vue, ça va perdurer cette histoire parce que tu as des cas comme ça dans la vague de 54 aussi. Même au soleil, quelque part, quand le témoin te dit ils étaient très beaux, toute la bande qui était en train de se foutre d'elle en haut. À la même époque, il y a un cas similaire avec deux êtres rigides, blonds aussi. Il y a des cas comme ça. Oui, mais surtout après-guerre. Ouais. C'est vrai. Et là, le choc est fort. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, mon ami. J'espère que. C'était très intéressant. Je voulais savoir, la première fois que tu as rencontré, enfin, pas physiquement, mais Jacques Vallée, à l'époque, tes premiers contacts avec lui, c'était quand la première fois? On lui a téléphoné avec mon ami Philippe Maïssa, qui était physicien en physique des liquides au CNRS à Nice. Il faisait partie du CRUN. On lui a téléphoné aux États-Unis vers 1977, quelque chose comme ça, 77-78 au plus tard. D'accord. C'est comme ça qu'on a eu un contact avec lui. Et là, je lui ai reparlé en direct dernièrement, il y a un mois ou deux. Oui. Voilà. Bon, autrement, Vallée était aux États-Unis. En général, on a peu de contact avec lui. Après 62, il était là-bas. Là, je pense qu'il était en France, personnellement. Il est revenu là un peu, là, je crois. Ouais, je pense qu'on a parlé avec lui en pensant qu'il était. Mais je pense qu'il était peut-être en France. Je crois qu'on a entendu des sirènes françaises, mais dans les interviews. Oui. À moins que ce soit un effet mimétique. En camouflage. En camouflage, c'est ça. Bon, voilà, j'espère que cette interview, cette discussion t'a... C'était très intéressant, oui. Et puis, voilà. Tu as fait depuis tant de temps. Voilà.